Merci Bouba, merci. Merci. Donc, euh, Carmel, est-ce que c'est bon pour le micro pour qu'on démarre? Ben, on va démarrer, hein. Donc, je vais prendre la présentation le temps que Carmel puisse avoir son micro ou se connecter à un autre micro. Carmel, tu nous entends? Si tu peux nous envoyer un chat. Donc, quelques modalités pratiques pendant ce webinaire. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons prévu? Premièrement, PwC a lancé donc une enquête indépendante pour analyser la posture en fait de cybersécurité, du risque cybersécurité sur l'ensemble des organisations donc en Afrique francophone subsaharienne, avec un accent particulier sur l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc, à cet effet, nous allons profiter donc de ce webinaire en fait pour dévoiler les résultats de nos enquêtes, hein, donc sur ce panel, sur cet échantillon d'organisations, notamment sur le secteur bancaire, telco, assurance et fintech. Et une fois donc la présentation de ces recherches, nous allons donner la parole à nos experts pour avoir leur perspective en tant qu'experts sur quelle est la posture des risques cyber en Afrique. Pourquoi nous avons en fait, quels sont les vecteurs de risque et quels sont les enjeux aujourd'hui donc sur ces problématiques-là. Et ensuite, donc, on donnera la parole à notre audience. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, d'accord? Et pourront être pris donc après le petit débat échange qu'on aura avec nos panélistes. Donc, voici à peu près ce qu'on a prévu pour aujourd'hui. Si on est prêt, on peut projeter. Merci beaucoup. Bouba, la présentation, ou Carmel? Allô Patricia. Allô, oui, Carmel, il y a un grand écho. Bonjour à tous. Carmel, on ne t'entend pas? Allô. Vous arrivez à m'entendre maintenant? Oui, c'est bon, c'est bon. Super, parfait. Merci pour votre patience. Nous avons résolu le léger souci que nous avons rencontré. Merci encore une fois de plus à tous pour être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Sans plus attendre, je vais passer à la présentation du rapport de notre analyse. Déjà, pourquoi est-ce que nous avons mené cette analyse? Eh bien, lors d'une précédente enquête menée par PwC, le PwC CEO Survey est une enquête faite auprès de plus d'une centaine de dirigeants d'entreprises à travers le monde. Il en est ressorti que 49% des dirigeants considèrent la technologie comme un risque, comme un défi majeur susceptible de compromettre la rentabilité de leur entreprise. À côté de cela, le risque cyber se positionne dans le top 5 des risques pouvant compromettre la rentabilité des entreprises pour les 5 prochaines années. L'Afrique francophone n'est pas en reste, car nous avons enregistré plusieurs cyberattaques dans le contexte africain, particulièrement dans le secteur bancaire, qui est le plus exposé compte tenu de ses activités. Quel est le niveau de maturité en termes de cybersécurité de l'Afrique francophone? C'est la question à laquelle nous avons essayé de répondre en mettant sur pied le PwC IFSS Cyber Security Index. Qu'est-ce que notre index de cybersécurité? Eh bien, c'est un nombre allant de 250 à 900, permettant de jauger le niveau de maturité d'une entreprise en termes de cybersécurité. Pour ce faire, nous avons analysé plusieurs données, notamment en répondant aux questions suivantes. Est-ce que des informations sensibles d'une entreprise sont-elles disponibles sur le dark web? Est-ce que des moyens de communication ou des ressources non sécurisées sont-elles utilisées par le personnel d'une organisation donnée? Existe-t-il des antécédents d'incidents?
éventuellement non résolues? Y a-t-il des vulnérabilités que nous pouvons voir depuis l'extérieur et qui pourraient être potentiellement exploitables? Les configurations de sécurité des équipements exposés sur Internet sont-elles adéquates? Eh bien, en répondant à toutes ces questions, nous avons collecté plusieurs données disponibles sur Internet des entreprises qui ont constitué notre échantillon durant notre étude. Plus en détail, nous avons couvert 4 secteurs d'activité, notamment les fintech, les entreprises du secteur des télécommunications, les banques et les assurances. Nous avons couvert au total 8 pays, dont 2 régions, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Plus de 200 entreprises ont été analysées et notre étude s'est déroulée durant plus de 12 ans. Mentionné ici qu'aucun test d'intrusion n'a été réalisé. Toutes les données que nous avons collectées sont disponibles sur le cyberespace et sont accessibles à tous. Et bien sûr que notre échantillon, suivant chaque secteur d'activité, est variable suivant le secteur d'activité donné. À présent, je vais passer à la présentation d'une vidéo montrant quelles sont les entreprises qui ont constitué notre étude. À présent, passons aux résultats de notre enquête. Durant notre analyse, nous avons observé 4 principaux vecteurs de risque que nous avons identifiés sur notre échantillon de 200 entreprises. En première place, nous avons une mauvaise hygiène réseau qui a été identifiée sur 9 entreprises sur 10 lors de notre étude. À côté de cela, nous avons les vulnérabilités technologiques et l'exposition logicielle malveillante. Nous avons notamment le comportement à risque des utilisateurs, le personnel des entreprises, entre autres, qui a été identifié par les traces d'informations sur le dark web qui ont été retrouvées pour des entreprises données. Si nous regardons le détail par secteur d'activité, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, suivant le secteur d'activité, le taux d'exposition à certains vecteurs de risque différents est variable. 34% seulement des entreprises qui ont été analysées présentent un niveau de maturité avancée, compte tenu de notre cyber-index que nous avons réalisé. Si nous présentons maintenant le classement, nous voyons les fintech qui se positionnent en première place avec un indice moyen de 712, suivi par les assurances qui ont un indice moyen de 708, puis viennent les banques qui
qui présentent un indice moyen de cybersécurité de 702, et enfin les entreprises de télécommunications avec un indice moyen de 635. À présent, faisons un zoom sur le secteur bancaire qui, comme dit plus haut, est le secteur le plus exposé aux cybermenaces dues à son activité. Et bien, nous voyons là que les groupes bancaires occupent la première place avec un index moyen de 722. À côté, nous retrouvons les banques commerciales, les banques centrales, pour moi, avec un indice moyen de 717. Et enfin, les banques commerciales avec un indice moyen de 666. Il est temps de passer la parole à l'audience. Qu'est-ce que vous pensez des résultats de notre analyse? Pour ce faire, connectez-vous sur l'application Solève ou encore vous pouvez scanner directement le QR code qui est présenté ici afin de répondre au sondage qui a été discuté pour avoir vos impressions, votre avis vous aussi sur ce qui pourrait expliquer ces résultats. Merci beaucoup, Carmel, en fait, hein, pour la première partie de la présentation, pendant que toute notre audience, en fait, se connecte au QR code. Potentiellement, je pense qu'il faut peut-être laisser le QR code un peu plus longtemps pour qu'ils puissent le scanner et pouvoir voir. Donc, au regard, en fait, des éléments qui ont été présentés tout à l'heure par Carmel, comme vous l'avez vu, effectivement, nous avons fait une analyse en fait sur l'ensemble donc des différents secteurs avec un classement en fait par secteur d'activité et des perspectives sur leurs risques cyber. Comme on le disait tout à l'heure, donc au niveau donc des fintech, on trouve à peu près un niveau de maturité un peu plus élevé, bien que restant dans la catégorie d'indices modérés. Ensuite, on a donc les assurances qui arrivent après, d'accord, aussi avec dans la catégorie modérée avec un indice de cybersécurité toujours modéré et dont les principaux vecteurs de risque restent effectivement donc tout ce qui est hygiène réseau et puis gestion des vulnérabilités. Ensuite, les banques, il est à noter quand même que sur le secteur bancaire, comme on a vu un zoom, on a à peu près 5 banques sur 10 qui sont dans un niveau avancé, même si la moyenne en général reste modérée, comparé à une moyenne de 3 sur 5 entreprises globalement qui sont donc qui ont une cyber posture beaucoup plus élevée comparé dans le secteur bancaire. Le secteur telco a été la belle surprise de cette analyse parce qu'effectivement, on a un index global d'à peu près 635 en fait sur des indices allant jusqu'à 900 pour être dans un cadre idéal. Et il est à noter ici que dans notre analyse, aucune entreprise n'a affiché un score idéal. Il est à noter que le score le plus élevé sur l'ensemble donc des logos que vous avez vus sur les différents pays étudiés, les régions, s'élève autour de 800. Qui est le score le plus élevé. Et ce score, effectivement, donc, est obtenu pour une entreprise donc, qui est dans le secteur bancaire. Donc, je vous laisse donner vos perspectives hein, globalement donc, sur cette cyber-enquête. L'un des points qui est à noter, c'est qu'une entreprise qui a un index de 720 a 5 fois moins le risque d'être cyber-attaquée qu'une entreprise qui a un index de 620, par exemple. Donc, cet index, plus on a un index élevé, plus on maîtrise, en fait, on a une capacité à pouvoir donc maîtriser son risque d'exposition extérieure. Il est à dire que ça, c'est vraiment une analyse vue sur la cyberposture externe, vue de n'importe qui, donc sur le cyberespace. Donc, c'est une analyse que nous faisons chaque année et qui va devenir donc un rendez-vous pour l'ensemble en fait des organisations en fait du paysage business de l'Afrique francophone et subsaharienne, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'on est prêt pour voir déjà une partie des résultats, Carmel? Est-ce qu'on a déjà des... Allô, Patricia. Oui. Juste un rappel à tous les participants au webinaire. Pour pouvoir vous connecter, vous pouvez aller sur polef.com en entrant le nom d'utilisateur juste devant vous, PWC AFSS 700, ou encore scanner le QR code. Bon, actuellement, nous sommes en train d'enregistrer les différentes réponses et je pense qu'après, dans quelques instants,
quelques minutes, nous pourrons avoir un résultat déjà intéressant. Je pense qu'on devrait laisser un peu plus de temps pour que nous puissions répondre aux questions. Comme première question, selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ces résultats? Serait-ce une mauvaise stratégie en termes de cybersécurité, l'absence de monitoring des initiatives de cybersécurité, ou encore un manque de formation et de sensibilisation des dirigeants et du personnel sur les enjeux liés à la cybersécurité? Peut-être aussi serait-ce un accompagnement insuffisant des entreprises par les régulateurs en matière de cybersécurité. La parole vous est donnée. Vous pouvez sélectionner l'option qui, selon vous, répond le mieux à la problématique posée. Carmel, pendant que l'audience répond aux questions, depuis on démarre avec les panélistes, le temps que tout le monde puisse répondre aux questions et on dévoilera potentiellement donc les réponses des panélistes après, ou est-ce que nous avons déjà assez de réponses sur le fil? Je vais présenter les 3 questions et notre audience pourra répondre à nos différentes questions. Puis nous passerons la parole aux panélistes et enfin nous dévoilerons les résultats du sondage. Donc, comme deuxième question, nous avons qu'est-ce qui pourrait changer la donne de manière significative au niveau de nos organisations, au niveau de l'Afrique francophone subsaharienne? Serait-ce l'augmentation des investissements dans la cyberprotection? Faudrait-il revoir notre stratégie actuelle de gestion de risque ou encore de nouvelles réglementations encadrant les aspects liés à la cybersécurité au sein des organisations? La troisième question que nous avons proposée est de savoir, selon vous, qu'est-ce qui pourrait être le principal vecteur de risque pour votre organisation? Serait-ce le réseau, les vulnérabilités technologiques, l'exposition au logiciel malveillant ou encore le comportement à risque du personnel qui constitue un risque humain? Eh bien, nous présenterons tout à l'heure quel est le résultat de ce sondage. Et à présent, je vais te laisser la parole, Patricia, ainsi qu'à nos experts. Merci. Merci beaucoup, Carmel. Est-ce que tu peux montrer rapidement la slide sur les secteurs? Comme ça, nos panélistes ont une dernière vue des résultats avant qu'on engage les discussions, celle d'avant. Voilà. Effectivement, hein, c'est juste une perspective par secteur parce que nos débats vont porter sur les différents secteurs. Effectivement, vous allez bien voir en fait que sur les fintech, la moyenne en fait a un niveau de maturité modéré. Au niveau des assurances, plus ou moins un niveau de maturité équilibré entre les différentes régions, avec la moitié aussi qui reste dans le score modéré. Au niveau des banques, en fait, on note 3 sur 10 seulement qui ont un niveau de maturité élevé. Et effectivement, les régions, que nous soyons en Afrique francophone ou en Afrique de l'Ouest, ça semble équilibré. Au niveau des telcos, 8 sur 10 avaient un score de maturité plutôt faible, compte tenu de leur exposition, avec une maturité qui semble beaucoup plus faible du côté de l'Afrique centrale, comparé donc à l'Afrique de l'Ouest. Et si on regarde globalement sur tout l'échantillon, tout secteur confondu, 3 entreprises seulement sur 4 affichent un score avancé. Personne n'a atteint le score idéal de 900 et l'index le plus élevé, il est de 800. Donc, on peut passer donc la parole à nos panélistes. Hein. Tu peux repasser sur la slide sur les panélistes. Chers panélistes, donc vous avez vu aujourd'hui en fait notre étude sur les différentes postures de risque externe. Nous avons identifié 4 facteurs principaux de risques majeurs auxquels les entreprises sont généralement exposées. L'hygiène réseau, la vulnérabilité technologique, les comportements à risque, mais aussi l'utilisation des logiciels malveillants au sein de ces organisations. D'après vous, pourriez-vous nous donner votre point de vue sur les raisons pour lesquelles les entreprises se retrouvent dans ces
difficultés. On va commencer par le secteur telco qui affiche la lanterne au rouge. Monsieur Georges Poudy, que pensez-vous? Bonjour Patricia, bonjour à tout le monde. Le secteur telco, je souris parce que les résultats sont plutôt inquiétants. À première vue, effectivement, on peut même parler d'alarmant au vu des différents secteurs d'activité qui ont été évalués lors de cette enquête que je salue. Je pense que c'est une excellente initiative prise par Pricewaterhouse SSA. Et effectivement, nous attendons à ce que ce soit fait aussi régulièrement, comme vous l'avez évoqué, une périodicité annuelle. Maintenant, pourquoi est-ce que les telcos affichent un indice aussi bas, 580 pour l'Afrique centrale, 660 pour l'Afrique de l'Ouest, 635 en moyenne? Je pense, si je peux m'avancer, je vais évoquer un certain nombre de facteurs, des facteurs exogènes, mais surtout des facteurs endogènes au telco. Et je vais commencer par les facteurs exogènes avant de revenir à ce qui concerne les telcos eux-mêmes. Déjà, le score, il est particulièrement bas parce que l'une des raisons sera parce que la surface d'exposition est très élevée. Il faut le dire, les telcos ont embrassé un nombre croissant de domaines d'activité. Et lorsqu'on repart de l'origine des telcos d'il y a 20 ans et qu'on regarde l'évolution sur les dernières 10-15 années, on a évolué de telco vers Mobile Financial Service. Donc il y a de la conquête, une grosse conquête vers des marchés adjacents, hein. Donc, ils sont partis d'opérateurs de télécom, ils sont devenus des opérateurs de services financiers mobiles. Ils sont partis d'opérateurs telco pour devenir des opérateurs de data center. Ils sont partis de telco pour devenir des fournisseurs de services cloud. Et on peut dire globalement qu'on voit une évolution de l'activité initiale des telcos vers des activités de services financiers et techco. Il y a cette transformation de telco en techco. On devient des fournisseurs de solutions technologiques. Et cela génère naturellement une augmentation spectaculaire de la surface d'exposition de ces compagnies-là. C'est une chose de fournir des appels voix, ce qui était à la base leur métier. C'est autre chose de fournir les services cloud. Et je pense que cela demande une refonte complète de l'entreprise et surtout une refonte complète de la culture d'entreprise. Et ça me permet de parler de cet aspect-là, c'est la culture de l'entreprise, avant tout aspect technologique, mécanique, technique. C'est d'abord ce mindset, c'est d'abord cette culture qui n'est pas pour le moment favorable à une posture de cybersécurité adéquate. On a une culture qui est très orientée, il y a une grosse pression pour les résultats à court terme. C'est un environnement très compétitif. C'est des résultats à court terme tout de suite. L'indicateur numéro un, c'est l'EBITDA. Donc, on est dans la rentabilité, la profitabilité. Et donc, forcément, on prend des raccourcis. Il y a plein de shortcuts qui sont faits. Il y a une faible sensibilisation au risque. Je peux dire de manière globale qu'on a un mindset de old business dans un environnement de new business. On se comporte comme des dirigeants j'ai envie de dire, de business plus traditionnels, alors qu'aujourd'hui, nous avons embrassé une série de métiers nouveaux qui demandent un nouveau mindset. Et comme on l'a vu même sur ce petit échantillon que vous avez pris, les entreprises avec ce nouveau mindset, notamment les fintech, apparaissent comme par hasard avec les scores les plus élevés parce qu'elles ont embrassé tout de suite ce nouveau mindset, tandis que sur les telcos, nous restons encore avec une classe de dirigeants qui ont encore le mindset, on peut dire, de l'ancienne école. Pourtant, les services qu'ils fournissent aujourd'hui ont totalement embrassé le monde du digital et cette transformation ne se fait pas sans difficulté. Ça, c'est pour les facteurs endogènes même de l'entreprise. Il y a également des facteurs exogènes, notamment, j'ai parlé de l'environnement qui est très compétitif dans pratiquement tous les pays de la région. On est où on a été dans une situation de price war, une guerre des prix, où on s'en va sur une baisse de prix vraiment spectaculaire sur
la minute, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais la minute d'appel a diminué de plusieurs dizaines de pourcentages en quelques années. Donc, on est sur des short time to market, on pousse beaucoup le développement de produits qui n'atteignent pas toujours leur maturité avant d'être sur le marché parce qu'on est dans un contexte de price war. Il y a également une réglementation, une régulation qui est un peu contraignante. Très peu de pays ont embrassé, je veux prendre l'angle par exemple de la protection des données à caractère personnel. Des pays comme le Cameroun n'ont pas de loi qui traite de ce sujet-là. Et plusieurs pays de la région se trouvent dans la même situation où l'environnement réglementaire n'est pas forcément aussi contraignant que ça. Donc, les telcos ne sont pas toujours indexés comme il le faut. Donc, il y a des pertes de données, des vols de données ou tout autre type de lacune. Et il faut dire aussi qu'ils font face à une évolution technologique qui est soutenue. En quelques années, nous avons vu les telcos passer d'un réseau 2G qui était sur la base de GSM, c'était des appels et des SMS. On est passé à la 3G, on a introduit la WiMAX, on a introduit la LTE. Aujourd'hui, dans la plupart des pays de la région, on commence à faire des pilotes de 5G. Et dans le monde de telco, on est déjà en train de faire des trials sur la 6G. Alors, tenant compte de cette évolution, il est difficile pour les acteurs du monde telco de keep up sur les vulnérabilités. Donc, les conséquences sont vraiment nombreuses. Les systèmes sont de plus en plus complexes parce qu'on fait cohabiter plusieurs réseaux. On n'a pas la culture de décommissionnement. Donc, vous allez voir que chez plusieurs acteurs, des réseaux non utilisés restent live. Des services non utilisés ne sont pas nécessairement assignés à une gestion stricte du cycle de vie, y compris le décommissionnement des anciens services. Le nombre de vulnérabilités est extrêmement important du fait de cette multiplicité technologique, mais aussi des facteurs tels que la dépendance aux fournisseurs, parce que beaucoup des services fournis par ces telcos le sont à travers des partenariats, des partenaires à valeur ajoutée, dont le contrôle n'est pas toujours aussi strict que les services fournis en interne. Voilà ce que je pourrais donner, Patricia, a priori, comme grande ligne sur les challenges qui peuvent justifier, enfin justifier n'est pas le mot, parce qu'on ne devrait pas être dans cette situation, mais ça donne des éléments d'explication sur pourquoi les telcos se retrouvent être un peu à la traîne en termes de gestion de leur surface d'exposition au risque. Merci beaucoup, Georges. Effectivement, tu as parlé de faire du new business avec un old mindset qui doit être accéléré et changé au niveau de telco. Merci beaucoup en fait pour ces éclairages sur le secteur telco. Quels sont les défis, hein, la question qu'on se pose, tout secteur, quels sont les défis spécifiques en fait que les entreprises rencontrent aujourd'hui lorsqu'elles tentent de gérer ces risques-là? Je pense que c'est pas nouveau. Les entreprises, plusieurs entreprises savent qu'elles ont ce risque-là. On aimerait bien passer la parole donc à Didier, Monsieur Simba, qui lui voit un panel global d'entreprises dans le cadre du CESIA. D'après vous, pourriez-vous partager des exemples concrets aujourd'hui des enjeux ou des défis spécifiques que les entreprises ont quand elles cherchent à atténuer ces risques? Pourquoi on en est encore là avec sur un indice idéal de 900, on se retrouve encore à un maximum, le meilleur d'entre nous à un indice de 800? Monsieur Simba. Oui, alors merci et encore merci pour cette étude que je trouve support du tout, en tout cas les entreprises africaines, qui permet de prendre la mesure de la chose. C'est très difficile de faire une intervention après la belle intervention de Georges, mais je vais quand même essayer de partager avec vous effectivement le regard que le CESIA a. Je rappelle, le CESIA, c'est le club d'experts de la sécurité et de l'information en Afrique et qui réunit les DSI et les RSSI africains, les entreprises africaines. Dans le cadre de nos activités, je rencontre personnellement pas mal d'acteurs de la sécurité dans différents pays d'Afrique. Et ce qui remonte de manière générale, il y a 3 points. La première chose, le premier défi, c'est la prise en compte des enjeux de la sécurité. C'est-à-dire que le top management lui-même ne comprend même pas encore de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Nous en sommes là, nous en sommes au point où le COMEX, les comités de direction, se réunissent en fin d'année
ils définissent la stratégie de l'entreprise et dans la prise en compte, la mise en place de la stratégie de l'entreprise ou alors les objectifs de l'entreprise l'année prochaine, ils ne prennent même pas en compte le risque cyber, c'est-à-dire qu'ils ne considèrent même pas que c'est un risque, ils le considèrent encore aujourd'hui comme étant un pan de l'informatique et donc si jamais il se passe quelque chose, l'informatique va gérer. Pour les entreprises qui prennent en compte ce sujet, ils arrivent à se dire, bon, on a mis en place un RSSI, c'est lui qui va s'en occuper. Donc, le RSSI, c'est-à-dire le responsable sécurité, n'est même pas invité, n'est pas impliqué dans la prise en compte de la stratégie globale de l'entreprise. On va se définir une stratégie du type, cette année, il faudrait tripler notre chiffre d'affaires. À aucun moment, on s'est dit que pour tripler le chiffre d'affaires, il faudrait maîtriser le fait qu'on aura potentiellement un rançongiciel et qu'on va devoir payer une rançon, etc., etc. Donc, pour moi, le premier défi, il est là, c'est de pouvoir faire prendre conscience au top management des enjeux de la sécurité et surtout de leur faire comprendre que les décisions viennent du top management. La sécurité dans une entreprise ne peut être appliquée que si le top management a décidé d'en faire un sujet, de mettre en place une feuille de route et de faire décliner la feuille de route à tous les niveaux de l'entreprise. C'est seulement à ce moment que ça pourrait marcher. Le deuxième défi, pour moi, il est plus dans la formation. Alors, quand on parle de formation, ce que j'observe beaucoup encore dans les entreprises, c'est qu'en parlant de formation, on en voit encore les collaborateurs, parfois même les référents sécurité, aller faire des formations relativement techniques. Je m'explique. La personne serait un ancien administrateur réseau, on va l'envoyer aller faire une formation pour se perfectionner au réseau. Aujourd'hui, on l'a bien compris, la sécurité a évolué. On n'est plus en train de parler de sécurité informatique, mais plutôt de sécurité de l'information, et c'est bien différent. À partir de ce moment, on parle aussi bien de la sécurité informatique, donc de l'aspect même sécurité où on construisait une tour avec les équipements réseau, les équipements à configurer, etc., etc. Mais aussi, on a des enjeux qui viennent de l'extérieur avec des nouvelles technologies, avec des nouvelles choses qui arrivent dans notre entreprise, des nouveaux enjeux. Je prends l'exemple simplement du télétravail qui, il y a quelques années, ce n'était pas un sujet. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, même si ça reste à très faible échelle. Il y a des collaborateurs qui arrivent à partir travailler chez eux et c'est un nouveau défi pour les entreprises. À partir de ce moment, on ne parle pas seulement de sécuriser comment est-ce que le collaborateur va se connecter à distance, mais comment est-ce que le collaborateur qui est chez lui comprend que je ne dois pas utiliser l'ordinateur professionnel pour faire du personnel, par exemple, regarder des films sur des plateformes de streaming, par exemple. Donc ça, c'est le deuxième défi, il est là, c'est-à-dire que quand on envoie des collaborateurs en formation, il faut bien se dire que ces collaborateurs vont prendre une formation, on va dire, beaucoup plus, j'ai envie de dire 360, être capable d'avoir une vision aérienne de la sécurité, pas qu'une vision technique de la sécurité. On en est encore là aujourd'hui. Le responsable sécurité, c'est quelqu'un qui vient des équipes réseau, qui avait un très grand penchant sécurité informatique il y a quelques années, à qui on donne la casquette OK, c'est toi qui vas faire la sécurité. Et cette personne-là, ayant un penchant sécurité, se retrouve à être juge et partie, plus qu'il va se connecter lui-même sur les équipements réseau et va continuer à faire ce qu'il avait à faire avant. Et souvent, il n'a même pas de ressources. Donc, le deuxième enjeu, c'est la formation. Il faut cibler ces formations et cibler comment est-ce qu'on forme les personnes et dans quel objectif on forme ces personnes-là. Le troisième défi, pour moi, et je vais en rester là, c'est la coopération. Fini cette histoire de se dire que la sécurité, c'est la sécurité je cache de la sécurité du secret, c'est-à-dire ce qui m'arrive, je n'en parle pas, je ne dis à personne, ça reste entre moi. Il faut comprendre un truc, c'est que ce qu'on observe au CESIA, c'est que les cybercriminels, ils sont organisés. Les cybercriminels se partagent l'information. Lorsqu'un cybercriminel a réussi, par exemple, à exfiltrer des données dans une entreprise, il le met sur le dark web et il dit « j'ai les données de telle entreprise, vous pouvez en faire ceci ». Souvent, ce n'est pas lui qui va vous attaquer. C'est quelqu'un d'autre qui a un intérêt pour cette entreprise-là qui viendra acheter ces informations-là et va venir vous attaquer. Ce qu'on observe également au CESIA, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la triangularisation de cyber. C'est un terme que je me suis approprié personnellement. C'est de se dire que le criminel se trouve dans un pays, l'infrastructure qu'il va utiliser va se trouver dans un deuxième pays et la victime va se trouver dans un troisième pays. Donc, ils sont organisés entre eux et lorsqu'ils lancent cette attaque-là,
il est très difficile de retrouver la personne, il est très difficile d'imputer la responsabilité. Face à ça, il n'y a que de la coopération entre les responsables de sécurité qui peut faire en sorte que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, maîtriser ces enjeux-là. On a encore vu là en 2023 plusieurs entreprises se faire attaquer et les entreprises choisir de faire la politique de l'autruche, de ne pas communiquer sur ce qui s'était passé, peut-être par raison afin de préserver l'impact sur l'image de marque, je l'entends très bien, mais à minima que les responsables de sécurité ne se partagent pas entre eux l'information. Je veux finir également là-dessus. Un autre facteur qui ressort beaucoup au niveau du CESIA, c'est que les criminels, aujourd'hui en Afrique, ils ne vont pas très loin. On l'a dit dans notre étude, ils exploitent simplement des failles qui sont déjà connues. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de forcer. D'abord, ils savent qu'on ne communique pas entre nous. Une entreprise A qui s'est fait attaquer ne dira pas à l'entreprise B, c'est parce que je n'avais pas fermé tel port. Donc, s'il a réussi à attaquer l'entreprise A, il va tranquillement attaquer l'entreprise B. Il sait qu'il n'y a pas eu de communication entre les deux, premièrement. Et deuxièmement, l'entreprise B n'a même pas pensé à fermer la porte la plus évidente qui puisse exister. Mais vraiment, quand je parle d'évidence, c'est vraiment les cybercriminels exploitent les vulnérabilités les plus simples, mais vraiment les observe aujourd'hui. Les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées, mais elles sont sophistiquées pour les entreprises qui ont pris en compte la question de la cybersécurité il y a longtemps. Aujourd'hui, on en est encore à faire un simple phishing en disant vous avez gagné l'iPhone 15 et encore plus de 80% des entreprises de dire oui, je peux cliquer sur le lien et je vais gagner l'iPhone 15. Donc voilà, ces trois facteurs-là, si je peux me résumer simplement, la prise de l'enjeu sécurité au niveau du CODIR, la formation ciblée des co-responsables sécurité pour qu'ils apprennent à faire la gouvernance sécurité et non la sécurité technique. Et enfin, la coopération entre les responsables sécurité. La coopération, on se le propose déjà au CESIA. Voilà. Merci beaucoup Didier, effectivement, sur ces trois gros enjeux. Comme vous l'avez dit, la prise en compte en fait, de tout ce qui est cyber au niveau stratégique, CODIR, la formation, la sensibilisation des CISO, ainsi que la coopération. Ensemble, on est plus fort. Mais je vais passer la parole à notre CISO. Nous avons un CISO sur le panel de Gmail. Vous avez écouté la position aujourd'hui que les patrons de la sécurité des systèmes d'information ont. Quelle est la place qu'on accorde donc à leurs fonctions au sein des entreprises et comment est-ce que les entreprises intègrent ces risques dans leur stratégie globale pour assurer une résilience sur le long terme? Est-ce que vous êtes d'accord, avez-vous trouvé votre place au sein du CODIR? Quel est le retour d'expérience sur ces problématiques de la part d'une directrice de sécurité des systèmes d'information d'un groupe bancaire? Je vous remercie, Patricia. Je vous remercie aussi surtout pour la pertinence de votre étude. J'ai écouté Monsieur Didier Simba et effectivement, je le remercie aussi pour la pertinence de ses propos. Et je vais peut-être nuancer un tout petit peu parce qu'effectivement, je n'étais pas, on va dire, à la technique et du coup, je suis montée en étant directrice cybersécurité. J'ai un parcours qui est légèrement différent puisque je suis diplômée de l'exécutif MBA en management de la cybersécurité et gouvernance des systèmes d'information. Je le rejoins à plusieurs égards par rapport à ce qu'il a énoncé. Parce qu'il est vrai en fait que le leadership est très important. Il faut l'engagement justement du top management parce que sans l'engagement du top management qui est décisif, il n'y aura pas véritablement de promotion en griffe d'action cybersécurité en tant que telle. Nous avons la sécurité qui s'invite désormais au CODIR comme vous le soulignez tantôt. Donc le risque cyber s'invite aussi dans ces CODIR-là, il s'invite aussi dans les stratégies. C'est, on va dire, à petite échelle, certes, mais ce sont des choses qui commencent à se faire. Pourquoi? Parce que justement, nous avons cette digitalisation croissante de nos différentes activités de tous les jours et il y a aussi une forte interconnexion en fait, des différents systèmes d'information. Donc, il est clair que les différentes cyberattaques peuvent avoir des conséquences en fait, qui peuvent être très, très désastreuses, non seulement en termes de pertes financières,
mais aussi en termes de réputation et de confiance en fait des partenaires. Donc, avant même que de pouvoir intégrer la gestion des risques cyber dans la stratégie globale de l'entreprise, selon moi, il y a certains préalables, hein. Il faut déjà commencer par réaliser cette évaluation complète des risques cyber auxquels l'entreprise est exposée, quels sont nos risques, où est-ce qu'il y a de l'argent pour parler de façon terre à terre, où est-ce qu'ils vont taper. Et je pense que M. Simba a énoncé certaines choses, comme notamment certaines best practices, comme notamment la formation et la sensibilisation de nos différents collaborateurs. Il faut pouvoir les former et il faut une approche aussi qui, selon moi, et cette approche-là, je la prends. Il faut cette approche-là qui est ludique parce que les différents collaborateurs sont dans leur day-to-day, ils ont leur tâche, ils ne sont pas du métier de la cybersécurité. Donc, il faut pouvoir... Comment? Ouais, voilà. Vous m'entendez? C'est pas d'abord. On t'entend très bien, de Gmail. Je pense que s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre votre micro en mute. Oui, la piste, voilà. Gislain, Excusez-moi pour l'audience. Monsieur Yankougan, pouvez-vous mettre votre micro en mute? C'est un cadeau de nouvelles en plus dans le est-ce qu'ils ne nous entendent pas? Non, vous entendez parce qu'on a Ça vient toujours avec les bandes de gratuits là. de l'audience qui a Ça vient toujours avec les bandes de micro. gratuits qu'il y avait. La régie peut activer les mutes directement, non? C'est bon, de Gmail? On peut D'accord. continuer. Merci. Donc, c'était justement, tantôt il parlait, Monsieur Simba, de l'intégration justement dans la planification stratégique. Il faut que la cybersécurité soit intégrée dans cette planification stratégique de l'entreprise. Donc, il y a cette participation active des dirigeants qui est vraiment demandée, la considération de la cybersécurité dans toutes les décisions stratégiques. Donc, c'est à nous également de montrer la place de la cybersécurité dans la chaîne de valeur des différents métiers et aussi d'inciter les différents courtiers, parce que je commence par la sensibilisation des différents comités de direction. Il faut effectivement que la tête dirigeante soit beaucoup plus sensibilisée à ces risques-là. Et c'est aussi une approche qui est multidimensionnelle. Il faut effectivement avoir ce leadership, l'engagement en fait de notre top management. Il faut pouvoir former et sensibiliser en fonction des problématiques aussi du métier, parce que la manière de sensibiliser un RH n'est pas la même que celle de sensibiliser un financier, par exemple, ou encore un analyste crédit, surtout dans notre secteur bancaire. Il faut pouvoir investir dans des technologies en fait de sécurité. Donc, il faut des solutions de sécurité beaucoup plus robustes. Donc, il y a de la veille à effectuer à ce niveau-là, avoir aussi des outils de détection de réponse aux incidents, des pare-feux, des systèmes de prévention, des intrusions. Donc, c'est une approche qui est multidimensionnelle parce qu'il y a à la fois l'humain, il y a également les outils et il faut aussi se préparer. Il faut planifier la continuité des activités parce que désormais, on ne parle plus de cybersécurité, mais plutôt de cyber-résilience. Donc, il faut être à même d'élaborer des plans de continuité d'activité et de reprise après sinistre parce que on fonctionne désormais en cyber-résilience. On ne sait pas simplement quand sera notre tour. C'est dramatique de le dire ainsi, mais c'est la réalité. Et il faut pouvoir, dans ces plans de continuité d'activité-là, inclure des scénarios de cyberattaque. Donc, ça nous permet en fait de garantir que l'entreprise peut fonctionner parce qu'on a mis en place ces différents scénarios. Il y a également la conformité et les normes réglementaires. Il faut qu'on s'assure déjà de respecter à minima les différentes réglementations en matière de cybersécurité. Je vois aussi que nos différents régulateurs de l'Afrique de l'Ouest, en passant par l'Afrique centrale jusqu'à l'archipel indien, s'intéressent de plus en plus, en tout cas, au volet cybersécurité et mettent des préconisations dans ce sens. Donc, il faut pouvoir aller dans le même sens et pouvoir être conforme, en fait, aux différentes normes réglementaires. Tantôt, il a parlé de collaboration et de partenariat. Je trouve ça excellent parce que c'est une chose que nous ne faisons malheureusement pas. Donc, cela peut participer en fait à l'évolution de notre maturité cybersécurité. On a un écosystème, donc c'est de pouvoir collaborer avec d'autres entreprises, des agences même gouvernementales, des organisations et pouvoir partager justement ces best practices en fait sur les différentes menaces.
obtenir des retextes, et ceci est vraiment très rare, mais c'est d'avoir justement ces retours d'expérience-là pour mieux comprendre aussi le cheminement des attaquants. Donc, cette approche, cette collaboration et ce partenariat, ces différents partenariats ne peuvent être orchestrés que si les différentes entreprises ont pris la juste mesure en fait de ce qui se passe et de se dire que nous sommes confrontés aux mêmes problématiques. Et on va juste prendre un proverbe ou une sorte d'adage qui est tout simple, c'est l'union qui fait la force. Il faut que nous puissions nous unir, que nous puissions collaborer ensemble. Et la sécurité, ce n'est pas uniquement de prendre des éléments, des instruments, des outils et de dire, comme il a très bien résumé, on prend un RSSI, on le pose là, désormais nous sommes protégés. Non, il y a une évaluation à faire et il y a aussi de l'amélioration continue. Donc, c'est un processus continu, la gestion des risques cyber. Et la menace, elle est protéiforme, elle évolue de jour en jour, elle est de plus en plus sophistiquée. Donc, il faut cette amélioration, cette surveillance continue et pouvoir s'adapter également à ce paysage en fait de cybermenaces que nous constatons. Merci beaucoup, Jumel. Et j'aime bien, hein, l'union fait la force et l'union à tous les niveaux. Hein. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, l'union en interne au sein des différentes fonctions de l'organisation qui ne se disent pas que la cyber-résilience, c'est l'affaire de la technologie ou l'affaire de la sécurité. L'union, donc, aussi avec les parties prenantes extérieures, notamment, comme monsieur Simba le disait, notamment au niveau des pairs, pour la collaboration. Et comme M. Poudi le révélait, l'union, même avec l'écosystème, parce qu'effectivement, plusieurs produits ou plusieurs éléments que nous vendons, en fait, on le prend des partenaires. Donc, il faudrait s'associer aussi avec eux, hein, ceux qui sont dans la chaîne de valeur, pour s'assurer qu'on met la sécurité à tous les niveaux. Et comme on dit, vous n'êtes sécurisé qu'autant jusqu'au niveau du maillon le plus faible. Donc, et c'est à ce niveau-là qu'il faudrait se serrer les coudes, s'assurer que tout le monde atteint le même niveau de sécurité pour refermer les rangs. Donc, effectivement, on a parlé de ces défis-là. J'aimerais bien avoir la perspective de M. Lionel Beninga, qui a aussi, avant de nous rejoindre chez PwC, faisait partie du régulateur bancaire côté COBAC. Effectivement, Lionel, vous avez aussi vu, d'après notre enquête donc, des dirigeants, PwC CEO Survey, le risque cyber se classe parmi les 5 risques qui empêchent nos dirigeants de dormir. Et même en Afrique francophone subsaharienne, d'après la récente enquête que nous avons reçue, le risque cyber est aussi un élément qui les empêche de dormir. Pourriez-vous, Lionel, nous donner votre point de vue sur quels sont aujourd'hui les risques, donc l'impact de ces risques sur la santé financière et opérationnelle de nos organisations? Parce qu'en effet, vous devez avoir vu effectivement les impacts des plus grosses cyberattaques sur notre région. Quels sont ces impacts sur la santé financière et opérationnelle des entreprises du secteur? Lionel. Patricia, merci beaucoup. Je te salue et je salue tous les panélistes qui sont avec nous sur ce webinaire. Et je te félicite encore pour le travail qui a été fait. Je suis particulièrement satisfait, même si je ne suis pas surpris du résultat. Hein. C'est-à-dire que de l'autre monde où j'étais avant, on se croisait les doigts avec un de mes anciens patrons, se disait que j'ai Dieu puis le garde un peu en Afrique centrale. Je ne connais pas trop la situation en Afrique de l'Ouest, que le jour où les cyberattaques vont s'intéresser à la CEMAC, la situation serait catastrophique. Donc, effectivement, je suis pas surpris pour le côté bancaire, je suis moins surpris un peu pour le côté fintech aussi. Pour parler des coûts, mais je voulais revenir sur 2 débats qu'il y a eu sur la question de la prise de conscience. Mais la prise de conscience, bon, on a parlé de la direction générale pour le CODIR pour beaucoup, mais ça vient beaucoup plus haut. Ça vient d'abord des conseils d'administration des établissements. Quand vous voyez 2 fois comment nos conseils d'administration sont composés, vous vous posez la question également de la connaissance de ces risques. Parce qu'avant même de pouvoir se dire on va mettre en place des mesures, quel est notre niveau d'appétit au risque par rapport au risque cyber? Et ça, aujourd'hui, dans beaucoup d'établissements, personne ne sait le dire.
Personne ne sait le dire. Et quand vous commencez, vous connaissez pas comme on le dit, votre risk appetite statement ou votre risk appetite framework, c'est difficile de pouvoir dire, je vais mettre en place des mesures parce que je ne sais pas en réalité quel est mon appétit pour le risque cyber, ni mon degré d'exposition. Donc, nous, on a eu dans la CEMAC entre 2016 quand même et la période récente, on a eu quand même pas mal de cyber. Et souvent, ces cyber ont été arrêtés de l'extérieur. Vous vous rendez compte d'ailleurs, c'est-à-dire que les gens sont restés pendant très longtemps dans vos systèmes et souvent c'est Visa ou ailleurs qui commencent à déclencher l'alarme, qui commencent à déclencher l'alerte pour dire qu'attention à des gens qui se sont amusés dans votre secteur depuis tout le week-end. Et donc on a comme ça des pertes sèches d'ailleurs. Vous m'avez demandé quel est l'impact parce que ça les empêche de dormir. Oui, c'est des pertes sèches. Hein. Jusque-là, on a recensé plus de 12 milliards de perdus comme ça en pertes sèches parce que ça fait l'objet de provisionnement sec. Mais en plus de ces coûts-là, de ces pertes sèches, vous avez beaucoup de coûts qui sont induits. Parce que qu'est-ce qui se passe en général quand vous avez cyber? C'est là que vous êtes obligé d'aller chercher un expert en IT. Cet expert en IT, vous allez le chercher, il va vous coûter hyper cher. Donc, vous allez encore débourser beaucoup d'argent dans vos frais d'exploitation, ça va augmenter. Mais en plus de ça, en plus de l'expert, vous êtes obligé d'engager des frais judiciaires. Donc, vous allez porter plainte, vous allez commencer à chercher des avocats, vous allez aller loin. Donc, c'est encore un troisième niveau de coût que vous allez mettre. Mais en plus de ce troisième niveau de coût, il y a deux types de coûts en général que vous ne maîtrisez pas et qui sont les coûts de réputation. C'est votre réputation et c'est votre image d'ailleurs qui en prend un coup. Vous ne savez pas en termes d'opportunité, qu'est-ce que vous perdez en plus des coûts secs que vous avez. Donc, effectivement, ça a empêché beaucoup de banques de dormir. Et quand vous savez que c'est difficile de faire des résultats, perdre 4 milliards, 5 milliards comme ça parce que vous avez pas été vigilant par rapport à certaines choses, effectivement, ça fait mal. Donc, ça, effectivement, en termes de solvabilité des banques, ça pose un problème. Mais comme je dis, ça pose un problème plus général sur la prise en compte de ce risque dans le dispositif global de gestion de risque. Vous voyez qu'il a fallu effectivement que le superviseur envoie des lettres aux établissements pour dire dans votre conseil d'administration, il faut maintenant avoir une personne qui a au moins une connaissance de cette problématique. Que les établissements eux-mêmes ne se sont même pas posé la question. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur des choses, on faisait encore la banque à l'ancienne parce que dans beaucoup de nos trucs, c'est vraiment on fait comme si c'est les épiceries. Hein. Vous rentrez, vous sortez et allez sur les ordinateurs dans les banques, vous allez vous rendre compte des fois de la gravité des situations. Les mots de passe qui sont collés sur les ordinateurs, les gens qui se partagent les mots de passe comme ça. Aujourd'hui, on a des phénomènes qui se développent davantage et qui exposent tout le système bancaire d'ailleurs. C'est quoi? Aujourd'hui, c'est l'externalisation à tout va. On externalise nos activités, quasiment les 3/4 dans les banques, c'est des coquilles vides. Aujourd'hui, tout est externalisé. Et vous externalisez à des endroits que vous ne maîtrisez pas d'ailleurs. Quand vous installez en Inde, en Chine ou je ne sais pas, vous ne savez pas ce qui est fait de ça. Vous ne maîtrisez même pas le circuit d'ailleurs. Le circuit parce que le gars chez qui vous externalisez, lui aussi va externaliser, c'est un petit, pour réduire le coût, va aussi externaliser. Et ça, vous ne le savez pas d'ailleurs. Et les contrats sont d'ailleurs fous, parce qu'un jour, en plus de la perte de données, vous pouvez un jour perdre toutes les informations pour pouvoir fonctionner. Donc, effectivement, il y a une prise en compte, une prise de conscience par rapport à la gravité de la situation. Et le pendant de cette situation, effectivement, c'est que le régulateur s'en mêle et essaie de mettre en place quelques rudiments. Pour l'instant, dans la réglementation, alors que je connais bien de la CEMAC et un peu de l'Afrique de l'Ouest, on a déjà des sujets, des choses qui nous permettent d'aborder la problématique. Et en général, c'est abordé sur la question de niveau de risque, en tout cas, niveau de risque jugé satisfaisant. Donc, chacun va déterminer ce niveau de risque. Et la réglementation laisse la porte un peu ouverte dans ce côté-là. Mais le sujet le plus important, madame le disait tout à l'heure, Jimel, c'est la question aussi les plans d'urgence de poursuite d'activité, les plans de secours. Qu'est-ce qu'on fait éventuellement? Et aujourd'hui, le débat, c'est en termes de résilience opérationnelle. Quelle est notre capacité aujourd'hui à pouvoir continuer une activité si on est victime de quelque chose? Et là, aujourd'hui, beaucoup d'établissements ne savent pas répondre. Les superviseurs également ne savent pas répondre parce qu'on est à la traîne des superviseurs sur cette problématique-là. Et c'est pour ça que l'enquête de Patricia tombe vraiment à point nommé par rapport à ça. Moi, je sais que pour la CEMAC, c'est maintenant qu'on a conçu
on est en train de concevoir un règlement sur le risque informatique et les risques cyber qui est en train d'être discuté. Mais jusque-là, on n'est pas encore aussi avancé que ça. Mais je voulais dire pour finir, pour ne pas aller loin, règlement ou pas règlement, parce que s'il faut attendre toujours que le papa passe avec la chicotte pour qu'on commence à se mettre à faire les choses bien, c'est dangereux. Parce qu'un jour, papa peut décider de ne pas venir avec la chicotte. Donc, c'est aujourd'hui les établissements de prendre conscience de la gravité de cette problématique de risque. Et tout le dispositif doit être en telle sorte qu'on puisse internaliser cette problématique de risque depuis le conseil d'administration. J'insiste parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, parce que c'est là-bas c'est là où on définit les orientations stratégiques. Et si le niveau du conseil ne définit pas l'appétit au risque de votre entité, tout ce qui va être fait en dessous, ça ne va pas parce qu'il y a des incidences. Mais si ça ne vient pas de la tête, et on me dit souvent dans la CEMAC, le poisson pourrit par la tête, mais si la tête ne prend pas les bonnes dispositions, tout le reste ne va pas suivre. Donc, voilà, Patricia, pour ne pas être très bavard, quelques mots que je voulais dire, j'espère que je n'ai pas gâté l'ambiance, mais effectivement, ça coûte cher. Lorsqu'on ne prend pas les dispositions, ça coûte cher au portefeuille. Merci. Merci beaucoup Lionel. 12 milliards de pertes sèches, plus les pertes induites en fait sur certains cas de cyberattaque. Effectivement, ça donne le tournis. Et comme Lionel le dit, le poisson pourrit par la tête, donc ça doit commencer de très haut. Ça va nous emmener en effet, si vous avez revu le Cyber Index Report, ça offre effectivement une perspective en fait sur tous les risques. Mais rappelez-vous, cette enquête ne voit que la posture externe. Donc, il est important, comme chacun de nos panélistes a dit, de pouvoir mieux évaluer en fait les risques cyber, l'étendue complète des différents risques cyber face auxquels il faut se prémunir. Donc là, je vais passer la parole à Monsieur Georges Poudy. D'après vous, de votre expérience, hein, pas nécessairement que sur le secteur telco, quels sont les autres facteurs de risque les plus critiques que les entreprises doivent prendre en compte sur les 5 prochaines années? Merci Patricia. Débat très intéressant, contribution extrêmement riche de mes copanélistes. Je voudrais, pour ce qui concerne des autres facteurs de risque sur les prochaines 5 années, mettre un accent particulier sur un d'entre eux qui a été un petit peu évoqué de manière sous-jacente par les différents intervenants, c'est l'interrelation. Il y a très peu de silos quand on parle de cybersécurité, où il y a énormément d'interactions entre les acteurs, et je voudrais prendre un cas particulier pour ce qui concerne spécifiquement les telcos. Pour ce qui concerne les telcos, mais avec un impact sur tout le reste des industries, il y a la réutilisation des services traditionnels, le repurposing. Je prendrai pour exemple l'évolution du SMS. Tout le monde connaît le SMS, c'est ce petit message de 140 caractères, 160 qu'on s'échange de téléphone à téléphone. À la base, c'était ça son utilisation, un message de particulier à particulier. Aujourd'hui, 60% des SMS à travers le monde, c'est du A2P, c'est de application to person. Donc, en gros, c'est des SMS qui sont utilisés pour des services tels que l'authentification à 2 facteurs, l'authentification à multiples facteurs, justement par des industries telles que la banque, le fintech, les assurances. Tout le monde aujourd'hui utilise le SMS pour un but qui n'était pas le sien initialement. Ces services-là sont nés au départ pour la communication entre individus, mais aujourd'hui, il est majoritairement utilisé pour du two-factor authentication, entre autres. Alors, vous pouvez imaginer l'impact s'il y a une fraude, notamment la fraude à la reprogrammation, la fraude à la SIM swap, qui est une fraude très prévalente chez les opérateurs telco sur notre région qui, il faut le dire, est à 99% prépayée. Alors, chaque fraude à la reprogrammation, ça détruit le principe même du two-factor authentication tel que perçu par l'entreprise du secteur bancaire ou autre qui pense le SMS comme un canal fiable pour obtenir la deuxième partie de son authentification. Donc, vous voyez, je fais un SIM swap, ça n'a a priori, la protection contre le SIM swap n'est pas a priori la problématique d'un banquier ou d'un fintech, mais dans la réalité, ça l'impacte énormément. Donc, une fois de plus, cette collaboration, cette ouverture
entre les différents métiers, cette cross-pollination, elle est très importante pour avoir une posture holistique de sécurité. C'est l'un des risques qui va continuer à impacter non seulement les telcos, mais tous ceux qui dépendent des telcos pour un service delivery qui soit effectif. Bon, naturellement, le risque interne reste le plus pertinent, le insider threat, le risque lié aux actions des employés. C'est vieux comme le monde, c'est pas quelque chose de nouveau, mais je pense que on a évoqué les problématiques de sensibilisation, on a évoqué les problématiques d'organisation interne au sein des entreprises. Je pense que M. Béliga vient de mettre l'accent sur le conseil d'administration avant même les instances de direction de l'entreprise. Tant que nous n'avons pas une vraie démarche à ce niveau-là, les entreprises resteront énormément exposées. C'était intéressant d'écouter le propos de Mme de Gimel tout à l'heure, mais dans la pratique, combien d'entreprises en zone CEMAC ont un ciseau assis au conseil, au comité de direction? Je pense que dans des domaines comme les telcos, on peut les compter sur les doigts d'une main ou même de pas de main, parce que je crois qu'il n'y en a aucun. Donc, du coup, voilà, il y a une vraie problématique de la gestion de l'insider threat qui reste l'une des plus grosses failles que nous retrouvons. Il y a les risques liés aux partenaires et à la chaîne d'approvisionnement. Autant on est une entité en tant que telco ou même d'un autre business, autant la dépendance sur la chaîne d'approvisionnement est extrêmement importante. Aujourd'hui, nous introduisons des applications, des serveurs qui ne sont jamais passés par un test d'homologation. On ne sait pas s'il y a des backdoors qui sont installés. La culture même de la gestion de la chaîne, de la sécurité au niveau de la chaîne d'approvisionnement n'existe pas. Ou disons très peu, il ne faut pas être radical, elle existe très peu. On a les risques liés aux lois et réglementations. On sait très bien que sur certains pays, il y a quand même des évolutions, notamment il y a un avant-projet de loi sur la protection des données à caractère personnel au Cameroun, avec des implications très très fortes pour les entreprises qui gèrent des données des consommateurs, que ce soit banque, telco, assurance. On exploite beaucoup de données consommateurs. Et la loi prévoit des pénalités qui pourraient aller parfois jusqu'à 3 à 4% du chiffre d'affaires annuel. Donc, c'est un risque dont il faut tenir compte pour le futur, notamment au Cameroun, et se mettre rapidement en conformité. J'évoquerai peut-être également les risques technologiques, tout ce qui est maintenance, mise à jour, parce que les vulnérabilités sont certes nombreuses, mais elles sont documentées par les constructeurs. Mais malheureusement, la gestion efficace de ces vulnérabilités n'est pas souvent prise en compte par les acteurs telco. Et donc, beaucoup de failles étaient en fait prévisibles. Elles sont proprement documentées. C'est simplement que les acteurs internes n'ont pas nécessairement intégré cette gestion de risque-là dans leur quotidien. Donc, voilà, Patricia, ce que je proposerais comme risque additionnel à prendre en compte de manière rapide et qui pourrait impacter les entreprises du secteur telco sur les 4-5 prochaines années à venir. Je pense que j'ai été déconnectée. Je ne sais pas si Georges, à quel niveau on se trouvait, si vous aviez terminé. Je viens juste de terminer, Patricia. Peut-être le risque de déconnexion de WebEx aussi est un risque émergent à surveiller. Merci beaucoup. Et j'avais compris en fait qu'effectivement, la mutualisation des services aujourd'hui et l'interconnexion notamment sur les two-factor authentication avec le SMS fait que ça devient un socle commun à plusieurs services, hein, ce qui rend effectivement, qui accroît le risque émergent sur ce type de service. C'est bien ça? Exactement, Patricia. D'accord, ok. Donc, on va continuer donc notre partage. Monsieur Didier Simba, de votre point de vue, est-ce que vous avez d'autres perspectives sur les risques émergents? Vous avez étudié le comportement des cyber-hackers. Quelles sont les nouvelles techniques? Quels sont aujourd'hui les risques les plus novateurs que vous voyez aussi de votre perspective? Merci.
Alors, moi, je préfère faire ça en deux grandes familles, c'est-à-dire en deux grands blocs pour simplifier surtout ce qu'on va choisir de retenir. Le premier risque émergent, même s'il est encore très sous-estimé aujourd'hui, c'est tout le risque lié, enfin, ce sont les risques liés à l'information qui se déplace. J'entends par là l'activité du télétravail. Au CESIA, quand on a posé la question aux experts depuis plusieurs baromètres déjà, on leur demande quel est le pourcentage du télétravail déployé dans vos activités. On est encore en dessous des 10%. Ça veut dire que moins de 10% des entreprises déploient le télétravail. Ça reste vrai, il n'y a pas de problème, mais ça, c'est vrai pour les collaborateurs, j'ai envie de dire, qui font le métier, qui font le cœur de métier. Par contre, le top management, les managers ou alors les directeurs, c'est-à-dire les personnes qui ont des informations les plus sensibles, se retrouvent parfois à voyager, oui, très régulièrement, parce qu'ils vont se rencontrer des clients, ils vont se déplacer pour des voyages d'affaires, etc. Et quand ils voyagent, ils se déplacent avec leur ordinateur. Ils se retrouvent dans un aéroport, ils ouvrent l'ordinateur pour répondre à un mail en urgence. Ils peuvent se retrouver dans un centre commercial, par exemple, avec son ordinateur dans le sac et se faire arracher son ordinateur, son sac, par exemple, ou de perdre son ordinateur, etc. Et tous ces risques-là, on est bien en train de parler de l'information qui s'est déplacée et pas n'importe quelle information, une information très sensible et qui peut se retrouver très rapidement dans d'autres mains, etc. Ça, c'est déjà le risque lié à l'information qui se déplace. Et je pense également à tous les objets connectés qui arrivent très massivement dans nos entreprises, les montres connectées, des téléphones, des smartphones, des tablettes, etc. Des collaborateurs qui viennent avec leurs équipements, qui se connectent au Wi-Fi de l'entreprise ou au réseau de l'entreprise et donc qui peuvent être des grosses vulnérabilités, des risques pour notre entreprise. Donc ça, normalement, quand on fait relativement bien les choses, ce sont des risques pris en compte de manière générale dans la plupart des entreprises. Mais encore une fois, ça revient à ce que j'ai dit au début, hein, c'est entendu, mais c'est entendu, c'est vu, c'est su. Après la mise en œuvre, on pêche encore un tout petit peu. C'est ce qui justifie justement les indicateurs que vous avez présentés sur cette étude que vous avez réalisée par PwC. Le deuxième grand risque, et ça, c'est pas des moindres, c'est pas celui qui va vraiment exploser dans les prochains jours, c'est l'intelligence artificielle. On en parle aujourd'hui de plus en plus. On en parle avec beaucoup de fierté. Il est très facile de demander à une IA, j'ai pas envie de citer pour pas faire de publicité ici, mais à une IA, tiens, j'ai besoin de ça, de tel rapport, et l'IA va nous faire le rapport. On retrouve aujourd'hui des développeurs dans des entreprises qui prennent le code source de l'entreprise, ils donnent à l'IA et l'IA lit le code source et nous dit attention, il y a une erreur ici, vous devez corriger de cette manière, vous pouvez optimiser en faisant ceci, cela. On est très content parce qu'à la fin, l'application sort. Sauf qu'on est en train de dire quand même qu'on a donné à une intelligence artificielle qui n'est pas camerounaise toute l'information potentielle de notre entreprise. Et ça fait très mal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se dire que l'IA peut nous rendre service en nous facilitant dans notre métier. C'est vraiment l'objectif. Hein. On n'aura plus à aller taper sur Google comment faire un rapport d'analyse, un rapport de fin d'études, par exemple. On va simplement demander à l'IA, fais-moi un rapport de fin d'études, et lui, il va nous faire toute la trame, il va nous faire tout le rapport de A à Z, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un grand gain de temps. On est très content qu'il fasse ce travail-là, mais disons-nous une chose, c'est-à-dire que s'il est facile pour nous de faire notre travail, c'est aussi facile pour les criminels de faire leur travail avec l'IA. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les prochains jours, l'intelligence artificielle va simplifier les cyberattaques. Il est plus facile de dire à une intelligence artificielle, scrolle-moi toutes les vulnérabilités de telle entreprise, et l'intelligence artificielle le sort. Voici toutes les vulnérabilités connues de cette entreprise. Donc, c'est en un clic que le criminel aura toutes les vulnérabilités de notre entreprise et il aura choisi simplement la vulnérabilité qui va taper le plus. Montre-moi celle qui optimise une attaque et hop, il passe par là et puis il accède à notre entreprise. Donc, c'est très facile de faire le travail avec l'intelligence artificielle, mais ça va aussi être très facile pour les criminels. Et donc, avant, par exemple, le criminel, quand il voulait faire une attaque ciblée, il pouvait prendre entre 100 et 150 jours à peu près pour collecter de l'information sur un top management. 150 jours pour savoir qui est Didier, quels sont
habitudes de Didier, il est. Aujourd'hui, ça va être en un clic. Il va collecter toutes ces informations en faisant la corrélation de tous les réseaux sociaux de Didier. Et à partir de ce moment, il va savoir simplement que Didier se trouve à telle période de l'année dans tel pays. Je peux tranquillement faire une fraude au président à son assistant, et puis l'assistant va très vite tomber dans le piège parce que l'assistant va bien savoir que Didier se trouve dans ce pays-là. Donc, on comprend bien que l'intelligence artificielle qui arrive à très grands pas dans nos pays, dans nos entreprises, arrive avec ses avantages, mais surtout ses inconvénients. Et il en va, encore une fois, des responsables sécurité de prendre à cœur ce sujet et de mesurer l'ampleur et l'impact de ces intelligences dans nos entreprises. Merci beaucoup Didier. Effectivement, l'impact de l'intelligence artificielle devient un gros enjeu. Effectivement, plusieurs organisations en ce moment essayent de comprendre, d'analyser quels pourront être les impacts en fait de l'utilisation de cette intelligence artificielle-là, donc sur le spectre de l'organisation, en effet. Et le secteur financier est un secteur qui est le plus exposé, hein, c'est la cible privilégiée aujourd'hui des cybercriminels. Donc, j'aimerais un peu avoir la perspective de Gimel sur la question. Effectivement, il y a des risques émergents. Vous êtes la cible principale parce que vous transactez avec beaucoup d'argent. Quelles sont aujourd'hui les stratégies de cyber-résilience que le secteur bancaire met en place aujourd'hui pour protéger ces opérations, mais aussi nous, protéger nous-mêmes les utilisateurs, les clients? Je vous remercie pour votre question, Patricia, et je tiens à saluer vraiment la richesse des échanges. Donc, j'ai voulu rebondir sur 2-3 propos qui ont été tenus et qui sont très intéressants. Notamment, on a évoqué tantôt en fait la chaîne d'approvisionnement qui n'est pas du tout sécurisée. Et ça, c'est un fait. Et en Europe, on commence à s'y intéresser de plus en plus et prendre on va dire, des mesures assez drastiques concernant cette chaîne d'approvisionnement-là. On a également évoqué les différents collaborateurs, notamment avec Monsieur Simba qui parlait de tout ce qu'il y a comme Bring Your Own Device. Donc, il y a des objets connectés et tout cela, en fait, ce sont des facteurs de risque assez importants. Pour revenir à la question que vous m'avez posée, donc je ne pourrais pas forcément développer cela avec eux, mais je pense que pour d'autres occasions, on aura l'occasion d'en reparler certainement. Il se trouve que pour la question que vous me posez, nous avons environ 1848 attaques par semaine qui ciblent une organisation en Afrique contre 1164 dans le monde. Et donc, c'est selon le Africa Cyber Security Magazine. Donc, le paysage des menaces, en fait, il est vaste. Il y a toute une panoplie, en fait, on va dire, de risques par rapport au secteur bancaire. Et la menace est réelle. Et cette sophistication-là, justement, des menaces, notamment avec ce que vous avez cité tantôt, les ransomware ou encore l'ingénierie sociale, donc pousse, bon gré ou mal gré, en fait, les différentes institutions financières à améliorer leur stratégie cybersécurité. On essaie d'adapter à notre contexte et c'est ce qu'il faut faire par rapport à l'écosystème aussi qui est le nôtre. Donc, il y a des best practices. Nous en avons parlé tantôt. Nous avons évoqué quelques mesures, notamment en termes de formation, sensibilisation, et je prône plutôt la gamification, aller par le jeu, pour pouvoir vraiment inciter les gens à s'intéresser de plus près à la problématique cybersécurité. C'est de déployer aussi des solutions de sécurité assez avancées pour permettre en fait de pouvoir se protéger contre ces ransomware-là. Et puis, tout ce qu'il y a en fait comme anti-ransomware de points, les pare-feux de nouvelle génération, il faut s'intéresser à cela, investir. C'est vrai que c'est un investissement qui peut s'avérer sur le court terme assez coûteux, mais qui nous préserve en fait de certaines pertes financières qui sont lourdes. On a tantôt évoqué la gestion en fait de tout ce qu'il y a comme contrôle d'accès. On en a parlé, on a parlé aussi de l'adoption en fait de tout ce qu'il y a comme solution de gestion des identités, parce que c'est important en fait, tout ce qui concerne en fait l'authentification multifacteur et tout, ça permet d'aider à assurer, à sécuriser nos différents systèmes et nos données. Parce qu'effectivement, M. Simba l'a dit tout à l'heure, on cherche la donnée.
Donc, c'est la data qui est le nouvel or noir désormais. Donc, les cyberattaquants vont chercher la donnée, vont essayer justement d'obtenir des rançons sur ces données-là. C'est pour ça qu'on utilise justement l'expression ransomware, mais c'est de faire cette analyse en fait des menaces, de voir aussi en termes de cryptage des données, est-ce que nous sommes bons là-dessus. Donc, il y a tout un schéma directeur concernant la cybersécurité. Il y a des actions qui sont évidentes, on va dire, d'un point de vue sécurité, mais pour cela, il nous faut avoir un RSSI qui a justement cette vue d'ensemble, cette vue à 360 degrés là, pour nous permettre en fait d'établir des stratégies sécurité, d'effectuer aussi de temps à autre des pen tests. Donc, il faut pouvoir faire aussi ces évaluations en fait, de vulnérabilité. Il faut qu'il y ait une certaine régularité en fait, dans ces tests-là pour identifier et corriger en fait, les failles de sécurité, les vulnérabilités qui auraient été, on va dire, identifiées en amont. Je reviens encore sur le plan de réponse aux incidents. Il est important d'en disposer. Il faut avoir des plans de réponse aux incidents. Il faut cela pour pouvoir garantir en fait tout ce qu'il y a comme réaction rapide, parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce que la menace va prendre réellement forme. Et puis, il y a l'analyse comportementale de nos différents collaborateurs. Ça aussi, ça compte. On doit pouvoir surveiller tout ce qu'il y a comme activité anormale. Donc, identifier rapidement pour tout ce qui concerne aussi la fuite des données, par exemple, ou encore les accès non autorisés. Donc, il faut qu'on puisse maintenant intégrer aussi cette analyse comportementale. Tout ce qu'il y a comme solution de backup et récupération, parce que nous fonctionnons désormais, il faut vraiment passer à l'étape où on n'est plus en cybersécurité, où on est en cyber-résilience. Donc, il faut ces solutions de backup et de récupération, ce sont des stratégies de sauvegarde et de récupération qui vont être un peu plus robustes. C'est-à-dire, même si nous sommes touchés par justement cette menace de ransomware, quel est le plan B? Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Quel est le temps de récupération que nous pouvons nous octroyer pour pouvoir minimiser justement l'impact de ces attaques-là? Et puis, encore et toujours, moi, je prends aussi la conformité aux normes réglementaires. On a évoqué tantôt, M. Benninga a évoqué tantôt le régulateur qui qui émet justement ces lettres-là, il y a des missives pour inciter à avoir à minima justement un membre du conseil d'administration qui est de la sécurité informatique ou encore de l'informatique pour pouvoir challenger les décisions qui sont prises. Donc désormais, les différents membres des conseils d'administration sont accountable des différentes stratégies qui vont être élaborées par les collaborateurs, les RSSI ou les directeurs cybersécurité. Donc, en gros, il y a toute une chaîne d'actions à effectuer et on se rend compte en fait que ça prend en compte cette démarche à 360 degrés. Ce n'est pas uniquement l'investissement dans des infrastructures, mais c'est de pouvoir coordonner justement on va dire, cette défense que nous souhaitons mettre en avant. Est-ce que vous m'entendez? On a perdu de Non, on l'a entendu parfaitement. D'accord. On vous entend, madame. Donc Merci, voilà, il y a merci. tellement de choses effectivement à développer sur le sujet. Donc je n'ai pas envie d'être très long, mais j'espère qu'on aura l'occasion en fait de reparler en fait de ces sujets-là qui sont très intéressants et qui peuvent notamment améliorer aussi notre posture cybersécurité. Merci. Tout à fait. Et en effet, c'est ça le rôle de cette enquête, c'est de pouvoir amener progressivement en fait la cyberposture de l'Afrique francophone subsaharienne à des niveaux de plus en plus élevés et pertinents. Donc, on a dit tout à l'heure, en fait, on a parlé de tous ces risques, les risques qu'on a aujourd'hui, les risques qui sont émergents, le risque humain, les risques opérationnels, l'utilisation de la technologie. Quelle est aujourd'hui la pertinence du cadre réglementaire dans la gestion des risques cybernétiques? Donc ça, je vais poser la question à Lionel. Pourriez-vous aujourd'hui, en fait, partager avec nous un aperçu du paysage réglementaire actuel en Afrique francophone subsaharienne qui permettent en fait d'encadrer effectivement ces différents risques qui ont été soulevés? Quelle est la pertinence aujourd'hui? Quid du cadre réglementaire et de conformité? Lionel.
Merci Patricia. Je pense que je ne vais pas revenir sur une bonne partie de ce qui a déjà été dit. Vous savez que les superviseurs, de manière générale, ils ils courent derrière tout le monde. Ils courent derrière les cyber et ces gens, ils ont toujours une longueur d'avance. Et donc, ça fait que la réglementation, de manière générale, essaie de suivre tant bien que mal. C'est pour ça que les établissements sont inspirés à suivre les bonnes pratiques qui existent un peu par ailleurs, un peu partout. Euh, de manière générale, aujourd'hui, on a deux dispositions réglementaires qui permettent à défaut d'avoir une réglementation spécifique, d'essayer d'appréhender la problématique du risque cyber. La première réglementation concerne ce qu'on appelle le dispositif de contrôle interne. On considère effectivement le risque comme un risque comme un autre, hein, comme le risque de crédit, comme le risque de marché, comme le risque opérationnel. Et pour tous ces types de risques-là, il faut mettre en place un dispositif de gouvernance, de gestion de risque. Donc, à ce titre-là, si vous avez un risque à cyber, comme je le dis tout à l'heure, dans votre appétence pour le risque, au niveau du conseil d'administration, vous définissez votre niveau d'appétence au risque et à ce moment-là, la direction générale et les autres commencent à décliner cette appétence au risque de manière opérationnelle jusqu'à la fin. Donc, ça reste déjà de manière prioritaire un risque comme un autre et qu'il faut commencer par le traiter comme un risque. Et dans le texte qu'on a en général chez les superviseurs, on demande à tout le monde de pouvoir examiner le niveau de sécurité informatique qui soit le plus compatible avec l'exigence de l'activité que les uns et les autres mettent. Donc, à ce titre-là, une fois que vous connaissez votre niveau de risque ou le risque que vous voulez supporter, parce que dans cette notion-là, vous avez souvent quelle est la capacité de risque, quelle est votre tolérance pour le risque et quelle est votre appétence pour le risque. Entre ces trois notions, c'est très important de savoir qu'est-ce que je suis prêt à mettre, qu'est-ce que je peux supporter et qu'est-ce que je ne veux pas supporter. Et en fonction de tout ça, vous définissez votre tolérance et en fonction de ça, vous dites, OK, voilà ce que je veux, mais comme on l'a redit encore, vous ne pouvez pas parler de risque cyber, de risque informatique si au niveau du conseil, personne ne sait ce que c'est. C'est très important parce que c'est là qu'on définit tout. Donc ça, c'est important de savoir. Et le deuxième sujet, le deuxième point sur lequel on aborde la problématique réglementaire, c'est ce qu'on appelle les plans de continuité d'activité. Madame le disait, c'est les deux pendants. Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur la notion de la résilience opérationnelle. C'est que, bon, il y a un grand savant qui disait toujours qu'il y a deux types d'institutions. Il y a des institutions qui ont été piratées et celles qui savent qu'elles ne sont pas encore été piratées. Et donc, l'idée, c'est que si vous avez été piraté, comment vous allez faire face? Comment vous allez continuer le lendemain à poursuivre votre activité? Et donc, ça, c'est le deuxième point sur lequel, aujourd'hui, les superviseurs travaillent énormément parce que on a eu des cas où des banques ont été bloquées pendant tout un week-end, pendant toute une semaine, parce que les hackers ont tout bloqué. Et comme on n'avait pas développé pendant très longtemps cette notion de résilience opérationnelle, comment on peut travailler avec des soucis, avec des difficultés, toute la réflexion des superviseurs, c'est maintenant de faire évoluer la supervision dessus. Donc, dans l'Afrique, on avait des textes assez pauvres, si je veux dire, sur le risque cyber en tant que tel. Comme je le disais, on le définissait comme une problématique de gestion de risque, et c'est vrai d'ailleurs. C'est une problématique de gestion de risque, mais il faut que ça aille au-delà parce que dans tous les risques, vous avez des spécificités de chaque risque. Vous avez des spécificités qui sont liées à la nature intrinsèque de chaque risque et comment on peut décliner chaque risque. Donc, je pense que la réflexion qu'on a eue au niveau de la CEMAC sur ce texte-là, c'est d'avancer au-delà de ce qu'on sait déjà, parce qu'il y aura des diligences spécifiques sur le gouvernement d'entreprise, donc du conseil à la direction générale. Mais il y a un point important qui est mis sur l'externalisation des données ou de l'exploitation de certains métiers. Vous savez qu'il y a beaucoup de banques, même leurs serveurs sont à toutes. Les trois quarts des banques, leurs serveurs sont ailleurs. Les principaux prestataires de services, c'est externalisé. Et donc, vous savez, maintenant, tout le monde a perdu la main sur la gestion des risques liés aux activités externalisées. Et donc, ça, c'est un sujet sur lequel il faut travailler et que le nouveau corpus réglementaire qui est en conception actuellement travaille beaucoup. Mais il y a un accent particulier qui est mis sur la sécurité logique et la sécurité physique. Faites un tour, ceux qui ont déjà fait des missions dans les banques, rentrez dans des salles de serveurs, vous allez voir, c'est un passoire d'ailleurs, la salle de serveurs.
Tout le monde rentre, tout le monde sort. La question de la sécurité physique, la question de la sécurité logique, je pense que c'est M. Ngolé qui en parlait tout à l'heure sur euh, les trucs de nouvelle génération pour protéger contre les intrusions, pour protéger contre les attaques. Moi, j'ai participé une fois à un séminaire là-dessus. C'était impressionnant de voir comment même des établissements eux-mêmes organisent des attaques et des défenses. Et c'est ce qu'aujourd'hui, beaucoup d'établissements doivent s'amuser à le faire, à organiser des attaques et à organiser les défenses pour voir si, effectivement, nos systèmes de défense, effectivement, sont suffisamment solides par rapport aux différents types d'attaques qu'on peut faire. Et donc, moi, je pense que le dispositif qui est en cours de conception et qui va peut-être être validé au niveau de la CEMAC, et je sais qu'au niveau de l'UMOA, il y a eu déjà un travail important qui a déjà été fait également dans ce sens, doit permettre aux uns et aux autres de dire, OK, il y a un cadre réglementaire, mais je dis toujours, le cadre réglementaire, c'est le strict minimum. C'est le minimum, le minimum syndical. Donc, c'est aux uns et aux autres, en fonction de leur exposition, le développement de leurs services de paiement, puisque aujourd'hui, on a développé les services digitaux. Il y a une course au développement des services digitaux, de tenir compte effectivement des risques cyber liés au développement de ces services-là. Aujourd'hui, vous pouvez aller retirer de l'argent sans être présent physiquement au guichet. D'accord? Donc là, vous envoyez des signaux, vous envoyez des messages, mais vous ne savez pas qui peut les intercepter. Vous avez aujourd'hui, vous pouvez faire les transferts avec presque tout, mais les dispositifs informatiques ne suivent pas toujours, les dispositifs de sécurité ne suivent pas toujours. Donc, je pense qu'on a toute une problématique au-delà des contraintes réglementaires. Il faudrait que les uns et les autres, et je suis content effectivement qu'il y ait une prise de conscience quand j'ai suivi les débats d'intervention de Simba, comme de Ngolé ou de Madame Karaboué, je vois qu'il y a une prise de conscience, mais il faut que cette prise de conscience se diffuse un peu dans toutes nos entités et que les cabinets aussi, Patricia, c'est aussi ton rôle aussi à travers cette enquête-là, qu'on puisse accompagner, parce qu'il ne faut pas qu'on reste au niveau du constat, il faut que ce type de travail, ce type d'enquête soit tellement diffusé et que tu prennes ton bâton de pèlerin pour commencer à accompagner les uns et les autres parce que c'est les risques majeurs. Je dis encore que dans la CEMAC, moi j'ai toujours froid dans le dos parce qu'aujourd'hui les hackers nous aiment bien, mais le jour où ils vont moins nous aimer, je pense que la facture sera salée. Donc cette prise de conscience, elle n'est pas encore aussi suffisante que ça. D'ailleurs, l'enquête le démontre. Voilà ce que je voulais rajouter de manière conclusive un peu à ce que tu m'as posé comme question. Merci. Ton micro est fermé, je pense. Ah, pardon, c'était fermé. Merci, Lionel. Je disais effectivement qu'on va prendre les questions du panel, de l'audience. On a une question telco pour Monsieur Poudi. Les telcos étant le socle porteur de pas mal de données et des transactions traitées, que faut-il faire pour réveiller les telcos au regard du niveau de risque, du niveau d'exposition au risque qu'ils engendrent? Et quelle est la place, d'accord, du cloud? Vous avez parlé du niveau d'exposition. Quelle est la place du cloud dans la cyber-résilience? Et comment marier tout ça pour avoir donc une stratégie de cyber-résilience efficace? Monsieur Poudi. Merci Patricia. Alors, concernant la première partie de la question, comment réveiller les telcos, je ne sais pas s'ils sont endormis, mais peut-être qu'ils sont pas réveillés dans le bon monde, mais comment les remettre vraiment au cœur comment remettre la cybersécurité au cœur de leurs préoccupations. Je pense qu'il n'y a pas de magie, c'est de la sensibilisation. C'est de l'éducation, c'est de la sensibilisation, d'une part, mais pour renforcer, et à la suite du propos de M. Beniga, je pense qu'il est aussi question d'avoir un peu de coercition. Autant il a dit la réglementation, c'est la base sur laquelle on doit s'appuyer, c'est pas la panacée, mais cette base-là n'est pas nécessairement partagée dans toutes les industries. Les éléments de réglementation COBAC, certes, sont en train d'être développés, mais ils ont au moins une base. Si on fait le même parallèle au niveau des telcos, déjà, il n'y a pas véritablement de réglementation unifiée au niveau de la CEMAC, puisque chacun des pays utilise sa propre base réglementaire. On prend le cas spécifique, il y a un micro ouvert. Si on prend le cas spécifique du Cameroun, il y a très peu de coercition.
il y a vraiment très peu de coercition sur ce qui concerne les domaines de cybersécurité. Donc, je pense qu'il serait vraiment important que un minimum soit établi sur la partie coercition afin de pousser au-delà de l'éducation, de la sensibilisation qu'on peut faire auprès des conseils d'administration et des comités de direction. Il serait bon qu'ils sentent un petit peu la température monter aussi lorsqu'il y a des failles évidentes. C'est vrai que l'Antique aujourd'hui fait un audit annuel de tous les opérateurs, génère un rapport, mais il n'est pas coercitif du tout. Il a pas de dents, il y a pas de sanction, il y a rien qui suit derrière. Et donc, naturellement, les dirigeants ont tendance à mettre leur focus sur d'autres domaines. Quant à ce qui concerne le cloud, historiquement, c'est un paradigme dont on a eu un peu peur dans certaines industries. On a préféré toujours avoir son serveur physiquement sous sa table pour être sûr qu'on le voit bien et on est convaincu qu'il est protégé parce qu'on l'a à l'œil. Je pense que le cloud, c'est un paradigme qui est là pour rester. On ne peut plus le regarder avec autant de frayeur. La sécurité du cloud, c'est une réalité. Je pense d'ailleurs, c'est un avis personnel, qu'on est plus sécure dans le cloud qu'en premise. Donc, je voudrais clairement dire que c'est une façon de consommer les services le système d'information aujourd'hui qui est inévitable. Il faut le consommer, certes de manière contrôlée, parce que je pense que c'est là où le problème se pose. Il faut l'intégrer dans sa stratégie de sécurisation du système d'information. Cela doit inclure tant les problématiques on-premise que les problématiques in the cloud. Un petit peu comme ça a été évoqué par mes copanélistes plus tôt, on ne peut pas se mettre à l'écart d'une évolution mondiale. On a aujourd'hui le BYOD, Bring Your Own Device, qui est une réalité. On peut faire les œillères autant qu'on le veut, mais c'est une réalité. Il faut plutôt l'intégrer et il faut l'embrasser et l'intégrer dans sa politique de sécurité. Demain, on va faire affaire à l'informatique quantique. Les algorithmes de chiffrement qu'on a aujourd'hui, un ordinateur quantique les déchiffre en 15 secondes, 10 secondes. Ça va nous... Et ces ordinateurs quantiques commencent à être produits aujourd'hui. Donc, le temps qu'ils deviennent mainstream, on est à 2-3 ans. Et ce qu'on considère aujourd'hui comme un password safe, il va être déverrouillé en quelques secondes avec l'informatique quantique. Alors, on est obligé d'embrasser ces grands changements, ces shifts, ces changements de paradigme dans la gestion des systèmes d'information. On ne peut pas mettre des œillères. Et je pense que ce soit le cloud ou le Bring Your Own Device, il faut simplement les intégrer dans une politique globale, une politique holistique de gestion de la sécurité de son système d'information. Merci beaucoup, merci Georges. On a une question aussi pour De Gimel sur le panel. On a parlé de la sensibilisation, de la formation du top management et de l'organisation entière. L'une des questions, c'est, serait-il pertinent de penser donc à un plan de formation et un nombre minimum de certifications ou de crédits de formation cyber-résilience requis pour chaque poste critique de l'organisation? Est-ce que c'est des pistes qui seraient pertinentes? De Gimel. Vous m'entendez? Oui. Oui, pour la question, oui, c'est une très belle question. Après, pour la sensibilisation, ce qui est demandé, notamment avec la certification ISO 27001, c'est d'établir un programme annuel de sensibilisation. Donc, c'est intéressant si on a une entreprise, une entité qui a déjà cette maturité-là d'établir un programme de sensibilisation. Et ce programme de sensibilisation-là peut même aller plus loin on va dire, en le concoctant, en se fondant sur les différents métiers de l'entreprise. Donc, je le disais tantôt, la manière que je vais utiliser ou la façon de sensibiliser un membre du codier, normalement une direction par exemple conformité, je ne vais pas utiliser les mêmes éléments en fait de formation pour un chef comptable par exemple. Donc oui, c'est intéressant de procéder ainsi. Et j'ai évoqué tantôt la gamification, ce sont des choses que nous sommes en train de mettre en place également en interne. Nous avons, par exemple, organisé tout récemment un cyberchampionnat. Donc, ça galvanise un peu les équipes, ça donne envie aux équipes de s'intéresser à la question de la cybersécurité.
on essaie de diversifier en fait les méthodes de sensibilisation parce que c'est important. On a mis en place, par exemple, on a créé par exemple une mascotte cybersécurité. Donc, ce sont des petits éléments qui peuvent paraître assez, on va dire, comment je peux exprimer ça, assez pas très importants, mais qui peuvent justement contribuer à la culturation cybersécurité. Il y a des plateformes qui existent, justement des plateformes de sensibilisation pour permettre collaborateurs par collaborateurs d'assesser justement de leur niveau de maturité quand ces différents collaborateurs entrent dans notre entreprise et donc permettre de connaître le niveau de maturité cybersécurité de chaque collaborateur. Euh, Pouvoir organiser aussi des jeux, des concours par direction, tout simplement, faire des évaluations par direction également et nous permettre de connaître le niveau de maturité des uns et des autres. Donc, il y a des plateformes qui existent pour cela, pour permettre de créer justement des actions de formation, de sensibiliser les différents collaborateurs et derrière, de pouvoir ajuster au fur et à mesure, connaître le niveau de sensibilisation, avoir des corrections qui sont faites et enfin, permettre ainsi de sensibiliser au mieux. Mais les actions, elles peuvent être diverses. Là, je projette d'organiser, par exemple, il y aura des hackathons, certes, donc pour permettre aux uns aux autres, surtout ceux qui sont à l'extérieur, de pouvoir résoudre, on va dire, certaines énigmes ou encore certains éléments, en tout cas, nous, qui nous concernent ou qui concernent d'autres entités, mais on peut organiser, par exemple, des escape games avec les différents collaborateurs. Donc, pour moi, honnêtement, la sensibilisation passe par la gamification. Donc, il faut procéder par le jeu parce que, comme je l'ai dit tantôt, les différents collaborateurs sont dans leur day-to-day et c'est de les en faire sortir un tout petit peu. Et par le jeu, je pense que ça réussit plus. Merci beaucoup de Jimel. On arrive au terme de nos échanges. On va prendre la dernière section pour faire le résumé des grandes lignes. Je dis merci à nos panélistes pour des échanges riches. Continuez de poser vos questions dans la chat room. Donc, on vous fera parvenir à la fin. Le replay de notre panel, de nos échanges, plus la réponse aux questions qui n'ont pas été répondues. Carmel, la régie, est-ce qu'on peut voir en fait les résultats des votes de l'audience, notamment sur leur positionnement? Donc, si je vais résumer pendant que Carmel positionne la prochaine slide, les prochains résultats. Mes chers panélistes, voici vos pépites. Le business évolue, les enjeux de profitabilité, de compétitivité, l'ouverture numérique, les lead time to market deviennent de plus en plus croissants. Ça augmente notre surface d'exposition. Mais vous avez aussi dit, chers panélistes, qui veut aller loin ménage sa monture. Ou en d'autres termes, on ne met pas du vin neuf dans une outre vieille. À cet effet, donc, il faut, si on fait en général, on remarque aujourd'hui que les organisations font du new business avec de hold mindset. Donc, ça demanderait en fait un changement clé de paradigme au niveau des organisations, un changement clé au niveau de la culture de l'entreprise avec la mise en route de tout ce qui est enjeu de posture de cybersécurité, un changement de paradigme au niveau de nos opérations technologiques et architecture, un changement de paradigme au niveau de la sensibilisation, de la formation du capital humain, un changement de paradigme au niveau donc de tout ce qui est discipline opérationnelle pour mieux gérer les vulnérabilités, mieux gérer en fait tous les différents aspects donc d'hygiène qui permettent en fait de bloquer les failles. Mais vous avez dit aussi le poisson pourri par la tête. Donc le poisson pourri par la tête, ça voudrait dire que le bon exemple vient d'en haut. Donc, la sensibilisation du top management depuis le conseil d'administration jusqu'au comité de direction pour s'assurer que, un, ils ont des profils qui comprennent la cybersécurité, deux, qui comprennent la cyber-résilience, deux, ils intègrent le risque de cyber-résilience donc dans leur stratégie, et trois, ils soient accountable, responsables des résultats aussi. D'accord? Et deuxième élément, vous avez dit aussi, on ne peut aller plus loin. L'union fait la force. Il faut tout un village pour élever un enfant.
Et là, ça part du fait des enjeux de coopération en interne, notamment avec le staff, hein, pour pouvoir maîtriser leur comportement, les lignes de business en interne, c'est-à-dire les différents départements, mais aussi donc l'écosystème donc de nos partenaires. La coopération en externe, les services deviennent de plus en plus imbriqués. Donc, on a la coopération avec nos clients, qui peuvent aussi être des portes d'entrée, mais aussi avec ceux avec qui on achète nos services. Et en attendant, que faire? D'accord? C'est le principe, en fait, de attrape-moi si tu peux. Les cyberhackers s'organisent. Nous aussi, nous devrons nous organiser. Donc, nous allons peut-être passer tous chez le coiffeur. En attendant, un maître clé, la cyber-résilience by design. Cyber-résilience by design, dans tout ce que nous faisons, que ce soit niveau humain, niveau technologique, niveau opération, niveau écosystème, niveau de la protection des données internes et de nos clients. Donc, voici à peu près les pépites de votre panel. Merci à vos panélistes. On va voir rapidement donc, la suite sur les résultats de l'audience. Merci. Merci Patricia. À présent, nous allons passer aux résultats que nous avons obtenus suite au sondage qui a été effectué au sein de notre audience. Déjà, qu'est-ce qui peut expliquer ces résultats? Là, nous avons 4 propositions et nous voyons que la réponse qui a été approuvée à 65% est le manque de formation et de sensibilisation des dirigeants ainsi que du personnel sur les enjeux liés à la cybersécurité. Nous avons 2 propositions ex aequo, notamment une mauvaise stratégie en termes de cybersécurité qui pourrait expliquer les résultats que nous avons présentés lors de notre analyse, ainsi que l'absence d'un monitoring des initiatives de cybersécurité. 5% de notre audience considère qu'un accompagnement insuffisant des entreprises par les régulateurs en matière de cybersécurité pourrait aussi expliquer les résultats que nous avons eus en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. À présent, si nous passons à la prochaine question, qui est qu'est-ce qui pourrait changer la donne en matière de cybersécurité de façon significative? Déjà, l'augmentation des investissements de la cyberprotection est le choix pris à 15% par notre audience, suivi par la revue de la stratégie actuelle de gestion des risques implémentée par les organisations. Et une grande majorité, 55%, considère qu'établir de nouvelles réglementations encadrant les aspects liés à la cybersécurité pourrait changer de manière significative aujourd'hui notre cybermaturité en Afrique francophone. Si maintenant nous regardons quel est le résultat de notre dernière question, qui est quel est selon vous le principal facteur de risque de votre organisation, nous remarquons un certain paradoxe avec les résultats que nous avons eus. L'hygiène réseau a été choisi à 4% par notre audience, pourtant à plus de 90% des entreprises qui ont été analysées présentent des problèmes d'hygiène réseau. A contrario, 48% de notre audience considère le comportement à risque du personnel comme le facteur le plus important pour leur organisation en termes de risque de cybersécurité. Les vulnérabilités technologiques, elles, se présentent en deuxième position avec 39% de notre audience qui considère que les vulnérabilités technologiques sont un défi majeur. Et enfin, l'exposition logicielle malveillant apparaît en dernière position. Donc, pour ce qui concerne le sondage que nous avons effectué, voici les résultats que nous avons obtenus. Je ne sais pas si tu as un commentaire à faire ici ou si tu voudrais que je continue. Non, merci beaucoup, Carmel. Donc, on a déjà donc, le feedback. On va passer à la suite rapidement. Si tu peux présenter les slides, on arrive au terme de notre enjeu. Donc, je pense que pour résumer, si on prend la dernière slide de clôture, s'il te plaît, si tu peux la présenter, si tu peux l'afficher, pardon. OK. Pour résumer, s'il y a des choses que vous devez retenir de l'enquête, de notre enquête, donc ça, c'est à peu près, en fait, 535 à 712, c'est le niveau de maturité générale, variant de faible à moyen sur l'échantillon, en fait, analysé.
le secteur telco étant le plus exposé, suivi du secteur bancaire. 34% de nos organisations ont un niveau de maturité élevé, 67% des entreprises ayant un niveau de maturité basique représentent un risque humain non négligeable, notamment comportement et usage risqué de leur personnel. Et 9 sur 10 des entreprises que nous avons analysées ont comme principal facteur de risque leur hygiène réseau. Donc, on retrouve ici, si vous voulez, en fait, donc l'un des côtés, le capital humain et ensuite l'hygiène réseau. Prochaine slide, Carmel. Comment se distingue le top 5%? La question qu'on s'est posée, c'est de savoir que font aujourd'hui les meilleurs dans le domaine. Les entreprises les plus matures en cyber-résilience aujourd'hui, donc, ont 4 éléments clés qui les différencient des autres. Un, ils ont une stratégie de cyber-transformation. Donc, ils ont un plan de cyber-transformation. Ils ont la mise en place des technologies appropriées. Vous avez vu, ça va très vite. Donc, on a une éclosion de nouvelles technologies, de nouveaux mécanismes. Les méthodes, en fait, d'attaque varient. Donc, rester au fait des évolutions technologiques devient de plus en plus important. On a la mise à jour de leur plan de gestion des risques, effectivement, pour savoir qui embrasse trop mal les trains. Il est important de pouvoir comprendre quel est votre paysage de risques et quels sont les risques des priorités 1 qu'on va pouvoir gérer de façon beaucoup plus pertinente, beaucoup plus rapprochée, d'une manière beaucoup plus pertinente ou pointue. Et aussi, il y a la maîtrise, la maturité des pratiques de cyber-résilience, qui est aussi un élément très important qui différencie le top 5%, donc ceux qui se trouvent vraiment dans le canevas des scores idéaux. Prochaine slide. Pour aller plus loin, comment voulez-vous faire partie du top 5%? Il est important, en fait, dans notre rôle, en fait, de conseil et notre rôle d'accompagnateur, de connaître votre indice, en fait, de votre cyberindex. Donc, vous avez vu, on a un paysage. N'hésitez pas à nous contacter assez rapidement pour avoir cet indice de cyberindex. Nous avons fait l'étude indépendante, donc c'est disponible. Effectuer une analyse de flash de votre posture externe, donc l'indice, pour pouvoir mieux savoir quels sont les points les plus saillants qu'il faut clôturer le plus rapidement. Comme nos panélistes l'ont dit, il faut aussi faire un diagnostic détaillé, approfondi, pour mieux comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les priorités, mais surtout pouvoir avoir tous les leviers nécessaires pour mettre en place votre plan de cyber-résilience. Donc ça, c'est à peu près les 4 prochaines actions qui sont importantes de prendre en compte. Et comme vous le savez, on l'a dit, nous sommes tous liés les uns aux autres. Donc, notre posture de cyber-résilience en Afrique francophone subsaharienne va dépendre en fait du maillon le plus faible. Donc, le mieux on y avance tous ensemble, on améliore notre maturité, le mieux ce sera pour nos régions, pour nos industries, pour nos entreprises. Prochaine étape. Prochaine slide. Voilà, donc on arrive au terme. On va passer au terme de notre présentation. À nos chers panélistes, un dernier mot de fin avant de clôturer. On va commencer honneur aux dames de Jimel. Alors, je vous remercie parce que je n'ai honnêtement pas vu le temps passer. C'était très enrichissant. J'ai entendu de très, très bonnes, on va dire, remarques sur l'état actuel. Donc, l'état des lieux qui a été fait, les préconisations aussi qui peuvent être faites. Donc, je remercie aussi les différentes personnes qui ont pris le temps de poser des questions, même si toutes les questions, honnêtement, n'ont pas pu être, nous ne pouvons pas répondre pour un souci de temps. Donc, pour moi, le mot de fin, ce serait plutôt une sorte d'exhortation à nos pouvoirs publics. Là, on n'en a pas véritablement parlé, mais c'est de pouvoir voir justement la problématique dans son ensemble et de tenir compte en fait des rôles et responsabilités de chacune des parties prenantes. Parce que nous évoluons dans un écosystème qui est vaste, qui est hétéroclite, et puis malheureusement en face, nous avons la menace cybersécurité qui est très protéiforme. Donc, l'acculturation des collaborateurs a été mentionnée à plusieurs reprises.
on a peu parlé de la chaîne d'approvisionnement. Donc, je remercie en tout cas le panéliste qui en a parlé tantôt, qui devient une véritable problématique. Donc, c'est le Third Party Risk Management. On entend quelqu'un, donc je ne sais pas si vous S'il vous m'entendez. plaît, fermez vos micros, on vous entend. Je ne sais pas qui a son micro ouvert. Merci. Oui, de Gmail. Merci. Donc, je parlais tantôt de la chaîne d'approvisionnement qui devient une véritable problématique, on va dire outre-Atlantique. C'est vraiment une sorte de petit fléau et qu'il faut qu'on se saisisse justement de cette problématique concernant le third party risk management. Donc, comment est-ce que nous assurons la cybersécurité de l'onboarding d'un fournisseur jusqu'à son offboarding, jusqu'à sa sortie. On a parlé tantôt de décommissionnement. Pourquoi est-ce que je parle en fait de nos pouvoirs publics? Parce qu'il y a un modèle qui existe, c'est le modèle singapourien, qui est excellent en tout cas dans son genre, parce que c'est toute une politique, c'est tout un programme de cybersécurité au plan national qui a été déployé il y a quelques années de cela. Donc, il y a cette sorte d'amélioration continue là. Nous n'avons pas, nous, à notre niveau, des stratégies de cybersécurité assez suffisantes ou en tout cas adéquates face à ces cyberrisques-là. Nous avons aussi des enjeux de politique, on va dire, de souveraineté, pardon, qui sont mal reconnus, qui sont très mal adressés. On a un écosystème cyber qui est, les différents panélistes l'ont dit, assez balbutiant. Donc, on n'a pas instauré encore un cadre juridique et réglementaire vraiment exhaustif et adaptatif en fait à nos différentes problématiques. Il y a la problématique aussi de l'éducation. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette acculturation elle commence déjà dès les formations? Quels sont les centres qu'on met? Il y a énormément de choses à faire, de choses à dire aussi concernant, on va dire, ces problématiques-là. Le modèle singapourien, qu'est-ce qu'il fait? Il met en avant le fait que c'est une stratégie qui est développée au plan national. Donc, on incite par ailleurs les différents acteurs à se conformer à ce modèle national. Et je pense qu'en prenant comme exemple le modèle singapourien, en l'adaptant à nos différentes problématiques, à nos différentes contraintes, on pourra à minima en fait avoir justement cette approche holistique que nous demandons tous. Cette vision à 360 degrés des différentes problématiques en termes de sensibilisation. Il peut y avoir aussi une stratégie de sensibilisation à l'échelle nationale, par exemple. Demander cette coopération un partenariat justement public-privé pour évoluer en termes de maturité, voire aussi même en termes de coopération interrégionale, sous-régionale. Ce sont des choses qui peuvent être mises en place tout en s'intéressant déjà à ce qui se fait ailleurs, quelles sont les choses, les best practices qui se font ailleurs et qui peuvent être intéressantes, adaptées à notre contexte. Donc, il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Je vous remercie en fait pour cette opportunité-là et de m'avoir permis en fait d'échanger aussi avec mes pairs sur ces sujets cybersécurité. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup de Gmail. Merci pour ce mot de fin. On va passer la parole à Didier. Si vous avez 3 choses à dire, à recommander pour notre audience sur ces sujets de cyber-résilience, Didier, ce serait quoi? 3 choses, je vais essayer de compter, ça ne va pas être évident. Tout au long de ce super webinaire que j'ai vraiment pris plaisir à participer et pour lequel je vous remercie en particulier de m'avoir invité, comment dire, c'est une très belle opportunité en tout cas d'échanger avec les pairs. J'ai pas eu l'occasion de le dire, je suis auteur d'un livre, j'y ai pensé tout à l'heure parce que j'ai reçu une notification qui me faisait le bilan du nombre d'exemplaires vendus. C'est plus de 300 exemplaires vendus. Le livre s'appelle Cybercriminalité, la croisée, qui est un outil de plus sur le continent pour pouvoir sensibiliser et partager sur les questions de cybercriminalité. Pourquoi la croisée? Simplement pour faire un regard croisé entre tout ce que je vois à travers les différents pays que j'ai eu l'occasion de visiter. Et aussi, une deuxième croisée, c'est celle de publier un livre qui soit accessible aussi bien des pairs, des experts de la sécurité que des personnes qui ne sont pas forcément dans le domaine pour contribuer, comme on est en train de le faire dans ce webinaire, à la sensibilisation et alerter toujours sur la question de cybersécurité. En termes de recommandations, moi j'ai 2 choses. La première, c'est d'abord de marteler encore une fois la question de la coopération. Ça, on a eu l'occasion de le voir, de le dire durant tout au long de ce webinaire, insister sur le fait que si les criminels s'organisent, il n'y a pas de raison que nous, on joue au petit malin en essayant de faire la politique de l'autruche, en ne partageant pas nos expériences entre nous.
Il y a plusieurs réseaux de coopération, soit en interne dans nos différentes entreprises, soit de manière très étendue, mais il faut se parler à travers les différents pays, à travers les différentes entreprises pour pouvoir échanger sur ce qui est fait, ce qui peut nous arriver ou ce qui nous arrive pour pouvoir améliorer toujours notre dispositif de sécurité. En parlant de coopération, justement, j'ai envie de mettre un accent sur le CESIA. Vous m'avez entendu parler du CESIA tout au long de cet échange. C'est un espace d'échange et de partage réservé aux directeurs de la sécurité, les directeurs des systèmes d'information, les directeurs des sécurités et les responsables de sécurité. N'hésitez pas à nous contacter, à nous rejoindre si vous trouvez un intérêt à contribuer dans cette question de coopération. Et je vais justement finir là aussi, le 22 février, le CESIA publie sa 4e édition, la 4e édition du baromètre de la cybersécurité en Afrique. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, tout simplement, c'est rappeler au gouvernement, aux entreprises que la coopération, il n'y a rien de tel. C'est l'arme redoutable contre les criminels qui, eux, s'organisent. Il faudrait que nous aussi, on s'organise et continue à partager entre nous. Et continuer à faire des exercices comme celui-là. Je souhaite vraiment, sincèrement, que cet exercice continue à se produire, de ce webinaire, que l'outil que vous venez de mettre en place puisse continuer qu'il perdure en tout cas dans le temps, parce que c'est un outil clé qui permettra aux entreprises de se jauger eux-mêmes, de savoir où est-ce qu'ils en sont, et qui devrait permettre aux entreprises, au top management dont on est en train de faire allusion depuis tout à l'heure, de prendre les décisions stratégiques en se disant, si j'ai un score en dessous, j'ai un score qui serait de celui-là, d'après l'outil de PwC, je suis mal positionné, il faudrait que j'améliore mon score. Le top management saurait prendre des décisions stratégiques. Les responsables sécurité, vous saurez savoir où est-ce que vous en êtes vous-même à partir de votre dispositif, et donc améliorer également votre dispositif de sécurité, parce que comme on l'a dit, la sécurité, c'est pas un truc qu'on fait une fois et on pense qu'on a tout fait. Il faudrait continuer à s'améliorer, et donc des outils comme celui-là sont des outils indispensables et qui sont bienvenus pour le continent africain, et je vous en remercie pour cela. Merci beaucoup. Voilà, moi je vais en rester là et je dis encore merci à tout le monde. Merci beaucoup Didier, merci. On va passer la parole à Georges. 3 mots pour la fin, et ensuite à Lionel. Merci Patricia. Alors, je voudrais éviter des redites. Je pense que les copanélistes ont très bien conclu les échanges d'aujourd'hui. Je réitère simplement les remerciements à l'attention de PricewaterhouseCoopers. Je crois que c'était vraiment un très, très bel exercice, une belle qualité de participation. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à nous les faire parvenir afin qu'on puisse continuer peut-être par email à apporter des réponses à ceux des participants qui n'ont pas eu réponse à leurs questions aujourd'hui. Pour ce qui concerne le sujet en lui-même, sur le corps du sujet, je dirais simplement le message que je retiens ou que je partage, qui est tiré d'un ciseau que je ne citerai pas, c'est que la sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est pas l'affaire des techniciens, c'est pas l'affaire des ciseaux, c'est pas l'affaire du DSI, du DG, c'est l'affaire de tout le monde. Et ce sera important que nous travaillions tous ensemble pour une sensibilisation dans notre région qui clairement n'a pas bénéficié d'autant de sensibilisation que ce qui aurait dû être fait. C'est de multiplier des initiatives comme celle-ci, de sensibiliser les conseils d'administration, de sensibiliser les comités de direction sur l'importance de la sécurité du système d'information. Et voilà, ce sera un point de départ qui va nécessairement nous amener à aller vers les pouvoirs publics, vers les régulateurs. Parce que je pense personnellement que si ensemble la coopétition ne le fait pas, on n'arrive pas à coopérer vers des buts communs comme ceux de la sécurité, qui ne devraient pas être des facteurs différenciants, mais devraient être un souci commun. Mais à ce moment, il faut que le régulateur ou que les pouvoirs publics interviennent et définissent un cadre auquel tout le monde doit se conformer. Donc voilà, c'est mon mot de la fin. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Merci beaucoup Georges. Sécurité, affaire de tous, pouvoirs publics et régulateurs. Lionel. Merci beaucoup, Patricia. Deux petits mots. Premier, d'abord, te féliciter, te remercier pour le travail remarquable que tu as fait, que tu as animé en plus le panel avec beaucoup de brio. Je voulais aussi remercier tous les panélistes. J'en ai quand même pas mal appris aujourd'hui avec les interventions très pertinentes. Et le dernier mot, et je vais finir par un adage comme mon prédécesseur l'a dit, avant de savoir, on ne sait pas. Maintenant, on sait, il faut agir. Donc, maintenant, on n'a plus d'excuses. On ne peut pas dire qu'on n'était pas sensibilisé. Maintenant que le problème est mis sur la table, on n'a plus d'excuses. Donc, avant de savoir, on ne sait pas. Maintenant qu'on sait, il faut agir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Lionel, merci et je souhaiterais dire merci aussi donc à toute l'équipe qui a travaillé à ce rapport. Moi, je ne suis qu'un vecteur qui présente, je ne suis qu'un catalyseur. Donc, merci bravo à toute l'équipe PwC qui s'est mis d'arrache-pied pour mettre ce rapport en place. Merci à nos panélistes. Vous allez recevoir un lien pour pouvoir demander une copie de ce rapport et pour pouvoir demander un rendez-vous à nos équipes pour vous présenter en fait le cyberindex de votre organisation en particulier. Donc, n'hésitez pas. Et au plaisir d'échanger très bientôt avec vous. Merci à vous, merci à tout le monde. Et puis, nous vous souhaitons pour 2024 en fait une meilleure cyber-résilience. Merci. Merci, au revoir.